Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de mon podcast Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Cette fois-ci, je suis avec Hakim et très bonne surprise parce que on se connaissait pas très bien. En fait, on s'est croisé plusieurs fois au plateau et c'était vraiment un grand plaisir de m'asseoir avec lui et j'ai beaucoup appris sur lui et on a eu de très bonnes discussions sur le stand-up et pourquoi on fait le métier, etc. Bon, écoute. Donc tu m'as dit que tu as changé des horaires, que tu avais rendez-vous d'écriture. Ouais. C'était pour... En fait, je vais te le dire quand tu... c'est bien, c'est lancé. Ah ok. Bah en fait, j'écris avec Norman, fait des vidéos, tu vois qui c'est ? Ouais, Norman, ouais. Voilà, et bah j'écris avec lui depuis quelques temps. Ouais. Et du coup, bah là, je le rejoins après pour écrire les prochaines vidéos. D'accord, c'est depuis quand ? En fait, on s'est rencontrés parce que donc je jouais au Paname. Ouais. Hugo tout seul est venu y faire du stand-up et en fait, on a bien déliré ensemble, on s'est bien entendu, ce qui fait que on s'est mis à sortir de temps en temps ensemble. Et je pense que je connais pas Hugo. Hugo ? Je pense pas. Bah il est aussi dans le top des youtubeurs D'accord. En France. Et ouais. Du coup, il fait quelques millions de vues sur ses vidéos. Enfin, ouais. Tu sais, tu dis quelques millions comme si c'était rien. Ouais. Et du coup, en fait, on est devenus potes et on est sortis plusieurs fois ensemble. Il m'a présenté à ses parents. Non, je déconne. Et le truc, c'est que j'ai rencontré ses potes, tu vois, Norman, Cyprien, tout ça. Ouais. Et Norman a fini par venir à mon spectacle un soir. Il a bien aimé. Je crois qu'il est même venu 2 fois. Mm-hmm. Et vraiment, on s'entendait bien. C'est une bonne bande. Au Paname. Ouais. Parce qu'en fait, et puis j'ai fait une exceptionnelle au point virgule qui était venu à ce moment-là avec Cyprien et tout ça. Ah, c'est cool. Et le truc, c'est que j'ai bien aimé cette bande parce que d'une, ils ont une notoriété très importante. C'est clair. Mais en même temps, je vais pas dire qu'ils en ont pas conscience, c'est pas ça, mais en fait, le fait d'être connu par le net et pas par un film ou je ne sais quoi, ça leur donne pas la même image. Ouais. Et du coup, ils se prennent pas du tout la tête et ils sont hyper simples, hyper gentils et tout. Ouais. Et en même temps, sur le web, je les trouve assez solidaires. Les uns apparaissent dans les vidéos des autres, etc. Ouais. Ce qu'on n'a pas forcément dans n'importe notre domaine, n'importe quel domaine en fait, cinéma, je pense pas, tu vois. Et même nous sur scène en fait, parce que eux aussi ils font de l'humour et du coup même nous sur scène, on n'a pas forcément autant de complicité avec les potes pour aller faire des trucs ensemble. Ouais. Et nous on essaie de créer ça avec la troupe Adopt, etc. Ouais. Et ça fonctionne assez bien, mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de crew, on va dire, d'humoristes. Ouais. Et du coup, je trouvais ça assez exceptionnel de rentrer dans leur bande et de voir comment ils fonctionnaient, comment ils s'entendaient. Par exemple, là, déjà, je savais pas qu'ils travaillaient, qu'ils sont potes, ouais. Norman et Cyprien. Ah ouais? Je savais qu'ils étaient tous les deux de leaders de le même esprit, même style sur de leaders de YouTube en ce moment. Mm-hmm. Mais je savais pas à quel point ils étaient potes. Bah ouais, voilà. Du coup, ils se font des soirées ensemble, ils bossent ensemble, etc. Ouais. Ils s'entraident aussi créativement. Non, parce que, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mini concurrence. Ouais. C'est-à-dire que comme ils sont à peu près sur le même créneau, si on peut dire, ils n'ont pas forcément le même humour, mais ils ont le même créneau. Ouais. Quand t'en as un qui a une idée de vidéo, ouais. Forcément, c'est une idée que toi tu pourras pas exploiter après, tu vois. Ouais, je comprends. Donc ils sont potes et en même temps ils restent entre guillemets concurrence, on peut dire les choses comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, il a eu, donc Norman a eu de la promo pour un film, son premier film, quoi. Ouais, ça fait 1 an qu'il est sorti. Voilà, c'est ça. Et du coup, il avait pas la possibilité, il devait faire une nouvelle campagne avec Crunch, ouais. Où on devait faire un film où les internautes choisissaient 7 éléments qu'on devait intégrer à l'histoire. Et on choisissait pas du tout les éléments, c'est eux qui les proposaient, c'est eux qui votaient. Donc on avait que des trucs what the fuck. Ouais. Et il avait pas le temps spécialement de s'en occuper. Et du coup, en fait, il m'a demandé si je pouvais écrire des trucs dessus, ce que j'ai fait, ça m'a fait plaisir en fait. C'est cool. Et donc ça a commencé comme ça, on a commencé à écrire Crunch ensemble, et puis ensuite sur ses vidéos, il commençait à me montrer ses textes, juste pour avoir un avis, tu vois. Un œil externe. Voilà, et du coup je lui donnais mon avis, même quand il tournait de temps en temps, je venais voir et pour lui donner des petites idées de mise en scène, tu vois, il a pas exceptionnellement besoin de moi, mais parce qu'il est devenu ce qu'il est tout seul. Hein.
du coup je lui donnais des petits avis et ça lui plaisait bien, et du coup là depuis on va dire septembre, il m'a demandé d'écrire vraiment avec lui pour ses nouvelles vidéos, et ce que j'ai fait, ça se passe plutôt bien. Et avant il écrivait avec quelqu'un d'autre, ou non, avant il était vraiment tout seul quoi. Ouais. Et du coup ça surprend les gens en fait quand je dis que j'écris avec lui. Vraiment j'ai toujours cru qu'il faisait tout seul, ouais. Et c'est parce que c'était le cas quoi. Ouais. Et du coup voilà, je me mets à écrire avec lui, ça me change. Ouais. Parce que pareil, j'avais envie de faire des vidéos, mais déjà j'avais pas les moyens on va dire techniques, ouais, pour le montage et tout ça, et le matériel. Il fait comment? Il fait avec une propre... Il a sa propre caméra et tout. Ouais. Et il monte aussi tout seul, ou? Ouais, il monte tout seul. En fait c'est parti qu'il faisait une école de cinéma. D'accord. Et du coup il s'est mis à faire ses vidéos et à les monter seul, et c'est comme ça que c'est parti. Il y a eu un buzz d'un coup, parce qu'il y avait quand même de la qualité dans ce qu'il faisait, et c'était drôle quoi. Ouais. Et du coup je me retrouve à écrire avec lui pour Crunch, et après grâce à Crunch on a su que j'avais écrit pour ce truc là. Et du coup j'ai Golden Moustache, tu vois qui c'est, sur iCat et tout ça, qui recherchait des nouveaux auteurs pour la rentrée, et du coup je suis rentré chez eux là depuis juillet, je suis chez eux, et du coup j'ai des vidéos qui vont sortir pour la fin de l'année. Cool. Et donc voilà, en fait ça me rajoute une nouvelle corde à mon arc, parce que faire de la scène, en fait tu remplis pas ta salle juste en faisant de la scène, même si t'as un bon spectacle. Ouais. Surtout si t'es pas produit, je sais pas si t'es produit, mais surtout si t'es pas produit, c'est dur. Il faut être médiatisé. Exactement. J'ai l'impression. Il faut que les gens, même si t'as un très bon spectacle, ça suffit pas. Il faut que les gens ils t'aient vu quelque part, pour avoir une sorte de caution, pour dire même si par exemple s'ils voient ton flyer et qu'ils lisent les critiques, enfin déjà aller lire les critiques c'est une sacrée démarche. Mais juste s'ils voient ton flyer et qui te connaissent pas, ils vont pas aller voir, parce que nos flyers sont souvent pourris. C'est compliqué de faire un truc qui donne envie sans tomber dans le kitsch. Et même si tu vois 5 flyers, comment tu sais lequel est bon, lequel correspond? Exactement. Il faut avoir il faut déjà faire une recherche pour savoir lequel tu vas aller voir, et les gens le font pas, ils ont besoin qu'on leur fasse tout sous le nez en gros. Du coup faut qu'ils t'aient vu quelque part pour avoir envie de venir te voir, et ou alors il faut que les gens qui sont venus te fassent une sacrée pub en disant il faut vraiment qu'ils aillent. Ouais, il faut une sacrée bouche à oreille. Voilà, c'est ça. Du coup, j'essaie de me diversifier, mais en ayant toujours un peu mon style d'humour. Bien sûr. Donc là, avec Golden Moustache, je vais pouvoir la voir parce que c'est des vidéos que j'ai écrites et je joue dedans. Mais par exemple, pour Norman, je fais vite fait des apparitions dedans et ça m'apporte rien, si ce n'est que le fait que j'écrive et que ça me motive à faire d'autres choses quoi. Mais si ces vidéos sont vues par des millions de gens, on sait pas. Mais les gens savent pas que j'ai écrit. Et parce qu'ils vont pas lire les crédits, ils s'en foutent. Bien sûr, mais moi c'est un plaisir parce que d'une c'est un pote. Et quand on écrit ensemble c'est toujours on se marre déjà, donc c'est la base. Si c'était relou, je le ferais pas. Et puis comme c'est un plaisir. En fait je fais c'est un peu la base de ce métier, je le fais pas pour un objectif précis. Tu vois il y a quelques-uns ils ont un but spécifique. Ils veulent être acteurs ou je sais pas quoi. Alors ça tu vois, c'est un truc qui m'énerve. Parce qu'il y en a plein qui font enfin ça m'énerve, c'est un grand mot, mais le truc c'est que il y en a qui font de la scène pour faire du cinéma, pour faire de la télé, pour faire ceci. Moi je fais vraiment de la scène pour faire de la scène en fait. Et si je fais autre chose à côté, c'est pour amener des gens dans ma salle. Donc c'est que vraiment c'est la scène ma priorité. Et puis même dans la scène, il y en a, je trouve, qui ont des objectifs. Exemple, ils peuvent passer devant l'Olympia en se disant un jour je serai ici. Et moi j'ai pas du tout d'objectif de salle. Je sais pas comment tant que je peux en vivre et que j'ai du monde dans ma salle et que je m'amuse, même si c'est très con même si je devais faire toute ma vie au Paname mais que j'aurais toute ma salle pleine tout le temps, ça m'irait quoi. Mais bon, bien sûr l'avantage d'une grande salle, ça implique que t'es encore plus populaire. Dans le sens que tant qu'à faire, si ton but c'est de remplir une salle, Paname se fait quoi, 70 bien rempli? Non, en plus, non, tu peux mettre 80. Tu peux mettre jusqu'à 100. Mais les gens sont serrés de ouf. 100. Personne n'est bien. 100 superposant et avec des lits superposés. Oui, il y avait l'esclavage aussi à l'époque. Non, mais je veux dire que tant qu'à faire, t'as pas un but que tu joues dans une salle qui fait 500 et ça soit bien rempli. T'as pas ce but aussi. Pas forcément. Tu peux être content. Parce que jouer dans une très grande salle,
je sais pas si c'est vraiment un objectif parce que j'aime bien le contact avec les gens. Ouais, moi aussi. Et quand t'as une salle de 2000 personnes, tu ne vois pas. Enfin, oui, tu peux le faire, mais je trouverais que ça aurait moins de sens de discuter avec une personne ou de réagir sur une réaction d'une personne au 2e rang, au 3e rang. Et du coup, tu passes limite en mode théâtre. Tu t'atterrir, mais tu calcules pas les réactions des gens. T'es en mode. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est moins intime. Voilà, c'est moins intime. Donc, je suis content, moi, de jouer dans des salles actuellement. Surtout que le fait que ce soit pas immense, que je sois pas encore hyper populaire, je dis bien pas encore. Ce fait-là me permet de me dire qu'il n'y a pas de conséquences à ce que je fais. C'est-à-dire que si un soir tu te ramasses ou si tu as envie de tester un truc qui est complètement fou, qui est pas dans ton univers mais que tu as envie de te faire plaisir, tu peux, ça n'a aucune conséquence. Donc, t'aimes le côté atelier, quelque part, atelier dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu peux travailler, en fait, évoluer. Moi, la seule chose qui me dérange dans on va dire dans l'étape dans laquelle je suis actuellement, au niveau où je suis actuellement, c'est le seul truc qui me dérange, c'est de devoir faire de la com pour remplir ma salle. Si j'avais pas ça à faire, ça y est, je serais déjà le mec le plus heureux du monde. Mais au niveau d'argent, ça, par exemple, bien sûr, si tu remplis Paname et tu remplis l'Olympia, au niveau de salaire, c'est pas la même chose. Exact. Aussi. Est-ce que ça te gêne pas j'ai pas spécialement d'objectif en fait. En fait, je fais pas ce métier pour. C'est vraiment une passion. En fait, c'est juste le fait de monter sur scène et de m'éclater qui m'intéresse. Après, forcément, faut que j'arrive à en vivre. Mais si j'arrive à en vivre, ça y est, j'ai déjà réussi ce que je voulais faire dans la vie, quoi. C'est pas, j'ai pas envie d'être la prochaine méga star. Après, si ça arrive, je veux pas être là à me dire ah non, c'est dommage, tu vois. Mais c'est pas un objectif. Le premier objectif, c'est d'arriver à en vivre et vivre d'un truc qui est une passion et que tu kiffes, c'est déjà un rêve, tu vois. Mais là, par exemple, en faisant d'écrire pour maintenant Gord Lemoustache et Norman, je présume qu'il y a un petit salaire, il y a un salaire. avec au moins Gord Lemoustache, je sais pas, Norman peut-être pas parce que c'est ton pote et il est sur internet, mais il y a aussi, d'accord. Donc en faisant la scène et aussi l'écriture, c'est-à-dire si tu gagnes ton argent ta vie en faisant de l'écriture pour les vidéos, ça te va aussi? C'est moins ton j'aurais une frustration parce que les vidéos, t'as pas t'as pas le contact avec les gens, t'as pas tu sais, quand on sort des vidéos, les gens viennent nous dire ah c'était marrant après. Mais toi sur le moment tu sais pas en fait, tu sors la vidéo, tu vois les vues monter mais tu sais pas, tu lis les commentaires et c'est bizarre. Enfin pour moi c'est nouveau en tout cas. Tandis que la scène, tu sais, t'écris une vanne, c'est comme le banco, quoi. T'écris une vanne, tu la sors sur scène, soit t'as gagné, soit c'est zéro. Mais t'as ton résultat tout de suite. Moi, je suis pareil. Je suis pareil que toi. Ma priorité, c'est la scène. C'est là où vraiment je prends mon plaisir le plus. Et ce qui est intéressant, je te pose la question, mais je me pose aussi à la fois, c'est pourquoi tu as besoin de les rire, d'entendre le rire? Est-ce que c'est une question de contact avec les gens? Est-ce que c'est aussi besoin de sentir physiquement quelqu'un rire? Est-ce que c'est lié à quoi en fait? Peut-être tu sais pas. Non, j'ai peut-être une idée en fait. Le truc c'est que j'ai toujours voulu faire un métier qui avait du sens. C'est-à-dire que je me suis dit putain, si j'ai 40 ans à vivre dans un taf et que je me fais chier, ma vie elle a vraiment aucun sens, tu vois. Déjà que je trouve la société de manière générale elle a pas trop de sens. Donc si j'arrive à gérer au niveau de ma vie un truc qui a un peu de sens. Donc quand j'étais jeune, comme j'ai grandi au Havre, c'était pas Paris, il y avait aucune possibilité de faire de la scène dans ma tête, tu vois, c'était vraiment trop loin. Je me disais le seul moyen d'avoir un métier qui a du sens c'est de faire un métier comme pompier, tu vois. Je me disais je sauve des vies et là pour moi même si c'est un métier c'est quelque chose qui est utile, tu vois, tu t'aides les gens et parce que je pensais que la scène ce serait jamais possible et maintenant que je fais de la scène j'ai autant l'impression d'être utile qu'un pompier en fait. C'est à dire que les gens peuvent avoir autant de soucis qu'ils veulent dans leur vie, si t'arrives à les faire marrer à la fin de leur journée ils peuvent aller se coucher un peu plus tranquille, enfin je sais pas, c'est bizarre et en même temps l'humour, je pense que c'est un côté sociologique, si on peut dire ça, important. C'est-à-dire que l'humoriste est là pour faire passer des messages en faisant marrer les gens. Que ce soit dans le domaine de la politique, sociologie. Voilà, c'est ça. Et du coup, on essaie de faire bouger les mentalités. Dans les pays où
où c'est pas possible, tu vois tout de suite. On a la chance de pouvoir parler de tout ici, ou quasiment. Quasiment. Ouais. On peut pas parler de tout en fait, mais je connais aucun pays où. C'est vraiment. Vrai. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, en fait, on a quand même un champ de liberté qui est large. Énormément. Et du coup, je pense que l'humoriste est quelqu'un qui peut faire bouger la société. Pour moi, c'est son rôle. Ouais. Donc du coup, je vais dire beaucoup de fois du coup, en fait, je me rends compte. C'est ça, chacun, c'est ça qui est intéressant. Chacun a son tic. Des fois, on dit, souvent c'est voilà. Navo, c'est en fait. En fait, ouais. Non, on a chacun notre truc. Non, mais fais pas gaffe parce que ça va te bloquer. Tu vas finir par bégayer. Le truc, on va changer. Le truc, c'est que je me sens utile. Je me sens utile et je me fais plaisir. Ouais. Si j'avais été comptable ou je me serais senti inutile, j'aurais pas trouvé de sens à ma vie. Et le but premier, c'est pour moi, c'est d'avoir trouvé un sens à ce que tu fais, quoi. Ouais. Donc c'est la base. Ouais. Toi, tu fais vraiment ça pour ça? Ouais. Juste pour monter sur scène et tu te sens utile quand tu montes sur scène ou pas? Je pense pas que c'est quelque chose de conscient quand je monte sur scène, mais c'est quelque chose de plus physique. Plus, je sais que de changer l'atmosphère et de rendre les gens heureux, c'est génial. Mais je me monte pas sur scène en pensant, là, je vais. C'est pas conscient. Je vais pas forcément être conscient de dire maintenant je monte sur scène, je vais changer l'humour, l'humeur de la pièce, je vais changer la société. Non, je pense pas comme ça. Je monte pas en me disant je vais changer les mentalités des gens. Il y a aussi un côté égoïste dans l'histoire où tu montes et t'as envie de te faire plaisir à toi aussi. Hein. C'est sûr. Donc en fait, pour être honnête, je pense que ça c'est la première chose. Voilà, c'est la première chose. D'abord, tu montes parce que ça te fait plaisir. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que quitte à te faire plaisir, autant faire ça de manière intelligente. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que on pourrait, en fait, quand j'ai commencé la scène, j'ai quasiment plus rien il doit me rester 10 minutes dans mon spectacle de ce que je faisais au début. Ouais. Parce que les blagues que je faisais au départ, je cherchais le rire. Ouais. Tu vois, tu montes et tes premières scènes, tu fais des blagues et tu cherches le rire. Tu fais, bien sûr. Voilà. Et au fur et à mesure, tu commences à te trouver et tu veux plus n'importe quel rire. Ouais. Tu veux plus de la blague facile. Tu deviens de plus en plus exigeant de quel genre de rire tu vas recevoir. Et tu veux un rire qui soit ciblé. En fait, tu veux que les gens rient pour une raison précise. Ouais. Et tu veux pas faire de la blague bidon. Et moi, je suis obligé d'être là-dedans parce que déjà, on est de nombreux humoristes. Ouais. Mais en plus, alors c'est un truc con, mais je suis rebeu. Et du coup, avec le Comedy Club, etc., dès que t'es rebeu et que tu montes sur scène, c'est un énième mec qui va monter, qui va nous parler de couscous, des babouches, est-ce que tu veux, de la banlieue. De la banlieue, et moi j'ai pas spécialement grandi en banlieue, tu vois. Je connais la banlieue, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. C'est pas ta vie, c'est simplement. Voilà, et puis surtout, j'ai pas envie de donner cette image. J'ai pas envie de parler de ça, encore un arabe qui parle de ça. J'ai vraiment... moi, ce qui me dérange de manière générale, quand un rebeu monte sur scène, c'est qu'il est encore là pour se plaindre. Ouais. Enfin, même si c'est drôle, tu vois, c'est... et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de faire marrer les gens en tant qu'humain. Ouais. Dans le sens où je fais du storytelling, où je raconte des histoires, où n'importe qui peut se reconnaître, et pas parce qu'il est rebeu ou parce que juste parce que l'histoire va te parler, quoi. Ouais, t'aimerais être plus universel. Exactement. De parler de l'humanité, des choses qui nous lient indépendamment de dans la lesquelles culture. N'importe qui peut se retrouver, et peu importe la culture que t'as eue, tu vois. Ouais. Donc le rire que je veux, c'est soit sur la bêtise humaine en général, soit principalement ça, la bêtise humaine. Les réactions qu'on peut avoir qui sont absurdes. Ouais. Et donc je me prends la tête à entre guillemets à ne pas correspondre aux clichés qu'on attend de moi, sachant que je fais pas de gros efforts parce que je corresponds pas aux clichés qu'on attend de moi de manière générale. Déjà le titre de ton spectacle c'est quoi? Super gentil. Super gentil. Ouais. Donc ton affiche est drôle. C'était en espèce de Superman, c'est ça? Ouais. C'est drôle. Et pourquoi gentil? Parce que c'est un truc qu'on m'a souvent dit.
T'es trop gentil. Ouais, t'es trop gentil. Et aujourd'hui, la gentillesse, c'est pas un compliment en fait. Ouais, c'est drôle parce que je suis pas pareil que toi. C'est pas une qualité. Aujourd'hui, quand on te dit t'es gentil, c'est comme si on disait putain, t'es trop con, tu vois. Ouais, c'est ça. Et encore, quand t'es dans l'humour, on te dit t'es trop con, t'es content, tu vois. Je te dis ça veut dire que je suis drôle. Mais donc là, ça devient complexe tout ça. Mais le truc, c'est que la gentillesse, c'est une faiblesse aujourd'hui. Ouais. Si t'es gentil, c'est que t'es faible. Et en fait, on peut mâcher sur toi, en fait. Voilà, c'est ça. Quelque part, ouais. Et du coup, j'avais envie de jouer sur ce côté-là, c'est-à-dire que depuis que je suis gosse, les profs, tout le monde me dit t'as une tête d'ange, mais faut se méfier de toi parce que t'es toujours prêt à faire des conneries. Moi, je faisais des conneries à l'école pour faire marrer mes potes. Ouais. Pas aux dépens des autres, tu vois. J'allais pas ridiculiser quelqu'un pour faire marrer les autres, mais j'allais toujours faire une connerie pour faire marrer les autres. Parce que c'est comme ça que c'est bizarre, je me sentais bien comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de montrer dans mon spectacle qu'avec ma tête de gentil, je pouvais faire des trucs horribles, mais que les gens allaient dire c'est salaud, mais qu'est-ce que c'est sympa quand même. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, de montrer que les gens arrivent pas à t'en vouloir parce que dans la manière dont tu le présentes, on trouve ça cool. Ouais. Mais c'est une grande force. Ouais. C'est une grande force ce que tu as. Parce que, en fait, en revenant sur l'idée de passer un message en tant qu'humoriste, si tu peux passer un message en faisant rire les gens ou pour que les gens ne prennent pas ça comme insulte directe, parce que tu souris, t'es beau, t'es mignon, donc ça passe. Tu veux me choper là. C'est ça, direct au micro. Donc, c'est une grande force. Et donc, ça marche dans ton spectacle, ce côté. Ça marche parce que j'arrive à... de plus en plus, j'arrive à aborder des sujets qui sont compliqués. Oui. Comme quoi j'ai eu un cancer à 14 ans. C'est vrai ? Ouais. Et du coup, ça fait un bon quart ou un tiers de mon spectacle de parler de l'hôpital et du cancer, tu vois. Ouais. Qui est un sujet qui est pas du tout drôle. C'est vrai. Mais j'arrive à faire marrer les gens sur des trucs horribles qui me sont arrivés à l'hôpital. Ouais. Et je suis fier de ce truc-là. Parce que d'une, c'est un truc que t'entends pas dans les spectacles. Il y a personne qui. Ouais. Alors il y a des trucs horribles qu'on a réussi à me dire dernièrement. C'est genre t'as de la chance d'avoir eu un cancer pour pouvoir en parler sur scène. Parce que ça te différencie des autres artistes. Ouais. Je sais pas si c'est une chance. Je suis pas certain que tous les mecs qui ont eu un cancer arrivent à en faire un spectacle après, tu vois. C'est clair. Je suis content de cette partie de mon spectacle. J'essaie de la développer. Et en même temps, c'est pas pour plomber l'ambiance, tu vois. Amener un sujet grave, c'est pas pour que les gens repartent en se disant c'était horrible. Ouais, bien sûr. Et donc j'essaie de parler dans mon spectacle que des pires choses qui me sont arrivées dans ma vie. Donc évidemment, il y a eu l'hôpital, mais il y a eu pas eu que ça. Ouais. Il y a eu des trucs plus légers, tu vois. Ouais. Et le but, c'est que quand on ressort du spectacle, il y a eu quand même des messages qui sont passés où il y a eu au moins des petits trucs marquants, sans s'en rendre compte. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Donc tu veux dire que les messages sont passés sans que les gens se rendent compte, voilà, il y a un message là. Voilà. Bon, c'est aussi une grande force. J'essaie de pas le souligner. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est ça. Et du coup, on va compter les du coup quand même. J'essaie en fait de rendre mon spectacle de plus en plus complexe. C'est bizarre à dire comme ça. Mais j'essaie de pas parler des sujets qu'on peut entendre ailleurs, et de parler de sujets auxquels on s'attend pas. Ouais. Voilà. Et c'est ça ma priorité aujourd'hui. Ouais. Alors, comme tout le monde s'est déjà fait voler des vannes, etc. Quand ça m'arrive, ça me fait chier, tu vois. Ouais. Mais je suis tellement persuadé d'avoir ma propre identité et mon propre univers maintenant, de commencer à le trouver, que je me dis que même si quelqu'un me tire un truc, il aura pas la même patte, la même façon de le sortir, et pas la même intonation, pas le même l'utilité en fait. Ouais. C'est justification de raconter une blague. Ouais. Et puis aujourd'hui, si tu te fais tirer une vanne quelque part, ça veut dire que déjà l'autre ça avoue qu'il est faible. Ouais. Et toi, ça signifie que t'as vraiment une pépite si on veut te la prendre, tu vois. Ouais. Et avec l'hosto, je suis sûr et certain déjà qu'on ne pourra pas me le prendre parce que personne n'a vécu ça de cette façon. Bon, quand tu deviens de plus en plus personnel, exactement. Ces vannes, on ne peut pas enlever. J'ai parlé avec No Man par rapport à ça, même Navo, je me souviens, Navo a dit
je me souviens pas le métaphore exactement, mais il a dit en tant qu'humoriste, on pond des œufs. Et donc, si quelqu'un vole un œuf, on est un peu dégoûté. Mais en même temps, on peut faire des œufs quand on veut. Ouais. Donc, il faut pas non plus être trop rancunier. Rancunier, c'est moi. Ouais, rancunier, c'est ça. Donc, mais aussi, oui, plus tu deviens personnel, plus tes vannes sont involables, si je peux dire. Exactement, ouais. Et moi, donc... C'est pour ça que je vais vers ça. Ouais. Parce que j'ai pas envie que le vol ce soit un souci ou quelque chose qui me préoccupe. Ouais. Et plus je vais vers ça, plus je me rends compte que ça devient compliqué de te tirer ce qui est personnel. Ouais. Pourquoi Parce que c'est trop intime pour toi. Ouais. Mais en même temps, c'est un avantage et un désavantage. C'est-à-dire que comme je raconte que des histoires personnelles, ça fonctionne hyper bien dans mon spectacle. Ouais. Mais quand je fais un plateau, le temps d'amener mon atmosphère et mon idée, etc. Et tu fais pas toujours partie des meilleurs d'un plateau. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui défoncent sur 5 minutes, qui ont des hits. Ouais. Ils font un plateau, ils ont un hit. Ils déchirent pendant 5 minutes. Ouais. Et après, quand tu vas voir leur spectacle, c'est un peu fade. Ouais. Et j'ai la prétention d'être l'inverse. Ouais. C'est-à-dire d'avoir un spectacle qui est intéressant, mais que sur 5 minutes, c'est compliqué de ressortir du lot. Et après, donc pour 5 minutes, il faut que j'écrive des vannes qui, entre guillemets, sont des vannes bateau, parce que ça fonctionne en plateau, des one-line, entre guillemets, qui font que efficaces, mais du coup qui sont pas personnels. Ouais. Et c'est compliqué pour moi de trouver la balance entre les deux. Ouais. Du coup, je me retrouve j'ai un passage de 5 minutes où c'est des vannes que je peux sortir et qui vont faire marrer, mais qui sont pas totalement personnels et que du coup je trouve moins intéressant. C'est-à-dire que ce que je fais en 5 minutes qui va plaire aux gens, c'est ce que j'aime le moins. Par exemple, parce que j'ai fait des sketchs pour Comedy Plus là, qui sont passés dernièrement et prochainement là, sur la scène là. C'est quoi, Stand-Up TV? Ouais, Stand-Up TV. Ouais. Et il y a Stand-Up TV et là il y a une nouvelle émission, ça s'appelait La Scène, je crois. Ouais. Et du coup, j'ai encore un. Ce que je fais dans des émissions comme ça, ou ce que je mets sur le net, c'est vraiment ce qui m'intéresse le moins dans mon spectacle. Ouais. Et c'est chiant de communiquer sur ton spectacle avec ce qui t'intéresse le moins. Ouais, c'est vrai, mais t'as pas vraiment le choix. Ouais. Sauf si quelqu'un va te donner un passage de 20 minutes sur Rire Chanson ou sur Ouais, mais là c'est entre guillemets gâché. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que les gens découvrent le plus intéressant dans le spectacle. Et j'ai pas envie de le griller ailleurs ou de l'offrir comme ça facilement. Ouais. La preuve, tu savais pas que je parlais de l'hosto? Non. Voilà, tu vois. Pour moi, c'est la partie la plus intéressante et je la fais quasiment jamais en plateau. En plateau, ouais. Parce que je l'ai fait au début pour la travailler, avant de l'intégrer au spectacle. Mais je la fais pas en plateau, malgré que ce soit le plus intéressant du spectacle, parce que j'ai pas envie de griller les meilleures cartouches. D'accord. Donc c'est pas une question que ça marcherait pas ou moins dans un plateau, c'est juste parce que tu aimerais pas montrer tes meilleures vannes. Voilà, c'est ça. Ou pas meilleures vannes, mais meilleurs sujets. Voilà, c'est ça. Ou ce qui est ce qui me tient le plus à cœur. Voilà. Ouais. De communiquer. J'aime que avoir installé mon univers avant, que les gens soient vraiment ils me suivent pour ensuite leur parler de ça. Ouais. Après, je l'ai déjà fait en plateau. Quand j'avais des plateaux où je pouvais jouer 15 minutes, je l'ai déjà fait, tu vois, mais c'est... Et ça a marché? Ça marchait. Ouais. Ça marchait parce que... Alors, il y a toujours une première minute où, wow, il va vraiment nous parler de ça. Ouais. Et est-ce que c'est vrai? Ouais. Parce qu'il y a toujours une partie des gens qui se demandent, wow, est-ce qu'il a vraiment vécu ce truc-là pour pouvoir en parler comme ça? Ouais. Il y a toujours un doute. Et quand c'est dans le spectacle, quand les gens sortent, ils savent. Ouais, ils se posent plus la question. Ils se posent plus la question, ils savent que ce que j'ai raconté est vrai, parce que déjà tout ce que je leur racontais avant, toutes les anecdotes partent de faits réels. Ouais. Et du coup, quand j'arrive là-dessus, je donne tellement de détails qu'ils savent que c'est vrai. Ouais. Ils se posent pas la question. Mais c'est un autre exercice en fait. Moi, j'ai un peu le même problème que toi. Sur un plateau de 5 minutes, par exemple, j'arrive, j'ai un accent, les gens savent pas si mon accent est vrai, si je suis vraiment new-yorkais ou pas. Ouais. Et aussi, il faut s'habituer à la manière dont je parle. Mon rythme, apparemment, c'est un peu différent. Et donc, j'avais du mal avec le plateau pendant longtemps. Ouais. Mais après, je me suis dit, ok,
C'est un plateau, c'est notre. Je commençais à le voir comme un autre exercice en fait. C'est pas comme mon spectacle d'une heure où j'ai le temps. Je sais que je peux raconter des choses, j'ai le temps pour que les gens s'habituent à moi. Tandis que après, je me suis dit, ok, j'en ai marre de faire de plateau, j'ai pas de rire. Peut-être que je suis encore trop dépendant de rire, mais je me dis, ok, pour me défendre, j'aimerais avoir quelques vannes qui marchent. Voilà. Très bien. Voilà. Et je me suis dit, ok, je fais des plateaux. Le plateau, ce sont pas des endroits pour m'exprimer complètement. Voilà, j'ai commencé à voir les plateaux comme ça. C'est une pub en fait. Justement, soit une pub, ou soit une manière de tester, ou soit juste de s'éclater. Voilà, c'est ça. Ou voir les potes. Ouais, en fait, mais au début, j'étais frustré de ne pas pouvoir vraiment exprimer ce que j'avais sur le cœur dans un 5-10 minutes, mais tu peux pas. Ou c'est très dur. C'est frustrant parce qu'en fait, tu fais 5 minutes, tu sais que c'est pas le meilleur de ton spectacle, mais t'as envie de leur dire... c'est qu'un petit vraiment venez voir le reste, c'est mieux, tu vois. Mais tu peux pas, parce que déjà ça n'a aucun sens de monter sur scène, faire s'il vous plaît venez, tu vois. Donc c'est à toi d'être bon dans ces 5 minutes. Et du coup tu retournes ces 5 minutes dans tous les sens. Tu dis comment je les présente, qu'est-ce que je veux présenter de moi en cours, qui va donner envie de venir voir le long, en gros. C'est ça, c'est notre bande annonce en fait. C'est une bande annonce exactement. Et du coup je fais des vannes en 5 minutes qui sont pas celles que j'aime le plus, mais qui sont efficaces. Et peut-être si les gens peuvent dire tout simplement Hakim, le mec gentil, déjà c'est énorme. Déjà t'as réussi ta pub en fait quelque part. Même s'il se souvient pas de blagues et c'est pas forcément le même van qu'ils vont voir plus tard dans ton spectacle, au moins ils ont envie. C'est ça en fait. Il faut juste leur donner envie de venir te voir. Et bon, maintenant je pense aussi pareil, sûrement tu t'es adapté à ce 5 minutes. Même si carrément. Ça te frustre soit ça, soit vraiment j'en ai... En fait, il y avait... En évoluant, plus je bosse, plus je vois le métier... En fait, je passe mon temps à apprendre le métier et à le désapprendre. J'ai l'impression que c'est ça. Une fois que j'ai appris un truc, j'apprends exactement le contraire. Enfin, en fait, non, c'est exactement l'opposé. Mais j'ai l'impression que n'importe quel art, je suis pas artiste dans d'autres domaines, mais j'ai l'impression que l'art, c'est ça. C'est pour ça que tu peux le faire à vie, parce que tu apprends. Dès le jour où tu penses, ok, maintenant j'ai chopé le truc, tout de suite, le lendemain, il y a quelque chose pour le contraire, tout ce que tu as appris. T'apprends exactement l'opposé, et tu dis, l'opposé fonctionne aussi. Du coup, tu te remets et en fait, tu fais on va dire des mélanges de toutes les expériences, parce qu'aujourd'hui, c'est bizarre, mais on est dans un moment où tu peux devenir célèbre du jour au lendemain. Il suffit d'un truc et tu peux être célèbre du jour au lendemain. Tu parles d'internet? D'internet. Tu peux je te dis une connerie, tu peux faire une émission de télé. Il y a plein de gens qui sont célèbres et qui ont aucun talent, tu vois, comme Secret Story ou les trucs comme ça, tu vois. Voilà. Donc tu peux être célèbre du jour au lendemain, mais l'expérience, tu peux pas l'avoir du jour au lendemain. T'es obligé de bouffer des années de scène pour l'avoir. Du coup, je suis pas pressé de cette notoriété, parce que je sais que ce que j'apprends ici, ce que je teste, les folies que je peux faire sans conséquence, va me permettre de nourrir après ce que je voudrais faire et ce que je pourrais réaliser quand j'aurai plus de notoriété. Et je vois. En gros, je suis en train de m'entraîner. Je suis en train de m'entraîner avant la vraie compétition. Entre guillemets, j'essaie d'avoir des cartouches de côté au cas où. Et puis de toute façon, on écrit tellement de choses et il y a tellement de trucs qui fonctionnent pas. Enfin, tu vois. On a une longue corbeille. On peut aujourd'hui, si demain tu me dis tu dois faire ça pour dans un mois, etc. On peut piocher, on va trouver des idées, puis on commence à avoir un réseau on se connaît quasiment tous. On sait avec qui on peut bosser et avancer, tu vois. Et puis c'est marrant parce que quand j'avais découvert ton podcast, on va dire quelques mois avant, je passais des après-midi avec Alexis Macquart. Et on se voyait et on passait nos après-midi à discuter comme tu le fais là, de stand-up, de scène, de vie, de nos vies privées, tu sais, meufs, etc. Et en cherchant en fait vers où on voulait aller, comment fonctionnait le métier, on se posait des milliers de questions, juste pour le plaisir de discuter de ça, quoi.
Et je me rappelle, parce que moi, quand j'étais arrivé sur Paris, lui, il faisait déjà de la scène, et je le voyais déjà balèze. Tu vois. Et moi aussi, ça fait 4 ans, je suis venu à Paris, et il était déjà... Pour moi, il était déjà très très fort. Ouais. Et j'avais besoin de parler avec lui au départ, parce que je comprenais pas comment un mec qui pour moi était... Enfin, quand je demandais à tous les autres humoristes, c'était une référence, tu vois. Je comprenais pas comment un mec comme lui pouvait avoir ce talent et être totalement inconnu. Tu vois, pour moi, c'était une aberration. Il a fallu que je lui demande. Alors en fait, on peut être bon et ne jamais percer de toute sa vie. C'est sûr. C'est ça qui est effrayant. C'est pour ça que je te pose la question. Peut-être ton moment, c'est maintenant. Parce que justement, on peut être très bien. Moi, alors, à force de discussion, je pense que non. Je pense que si t'es vraiment très bon, c'est pas possible qu'on passe à côté de toi. Si on passe à côté de toi, c'est toi qui as foiré un truc. Donc, c'est toi qui as pas saisi une opportunité ou qui a pas voulu faire un truc, ou tu vois ce que je veux dire. Et c'était quoi son explication à lui? Pourquoi lui il pense que, si je me souviens bien, il pense qu'on peut avoir du talent et jamais percer. D'accord. Et toi, tu penses pas? Moi aujourd'hui, je le pense moins. Je pense que c'est possible d'avoir du talent et de jamais percer, mais si tu perces pas, c'est parce que c'est ta faute. Je pense que c'est toi qui a loupé une opportunité ou qui t'es pas créé l'opportunité qu'il fallait. Mais aussi, ou que t'es un rebelle du système, tu vois. Je me demande, parce que des fois, ça peut être justement parce que t'es rebelle et tu veux, inconsciemment, tu veux pas. Voilà, c'est ça. Tu rejettes, rejettes tout ce qui est populaire. J'ai pas envie d'être un produit, j'ai pas envie d'être ceci. Mais je pense aussi que il y a deux choses. Je pense, à mon avis, il y a le talent pur de quelqu'un qui est humoriste, qui peut faire rire, et le talent de se vendre. Je pense que... c'est autre chose aussi. Donc, quelqu'un peut être très fort sans savoir, il peut être désagréable dans n'importe quelle réunion. Donc, même s'il cartonne sur scène, chaque fois que quelqu'un veut le produire, par exemple, il est con, tu vois. Ou, je sais pas. Je pense qu'il faut les deux. Il faut... Du coup, c'est sa faute. Surtout que on est tous d'accord pour dire que, enfin, tu vois, j'ai deux références parmi nous. Tu vois, c'est Alexis et c'est Yacine. Qui ont complètement deux univers complètement différents. Et tous les deux très forts. Et, voilà. Et moi, je suis persuadé que ces deux-là, parce que déjà ils font ce métier par passion. Ils font donc c'est des gars qui s'arrêteront jamais. C'est pas des gars qui un jour se diront bon bah j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ils sont là pour la passion. Voilà, ils seront là toujours. Donc pour moi il y aura forcément un moment où ça va fonctionner pour eux, parce que admettons, enfin je te dis une connerie, mais moi si je fonctionnais du jour au lendemain, je sais qui est bon dans le domaine et je sais à qui je ferai appel si jamais j'ai besoin, tu vois. Et qui j'aurais envie d'aider ou des choses comme ça, tu vois. Et comme on est tous d'accord là-dessus et qu'ils ont du talent et que s'ils réussissent pas par eux-mêmes, il y aura toujours quelqu'un d'après moi qui les solliciteront parce que c'est des références. Je pense, en parlant de ça, je pense, je sais pas s'il le fait toujours, mais Alexis commençait à écrire pour des émissions aussi. Je me souviens pas lequel il commençait mais l'année dernière, parce qu'on a fait Desperate Houseman ensemble, je me souviens qu'il commençait à écrire. Donc, ça veut dire que quelque part, quelqu'un s'est rendu compte qu'il a un talent très important. Je sais pas, parce que je pense qu'il y a une faute aussi, quelque part, une faute des publics. C'est-à-dire que je pense que le public est à ses limites. C'est-à-dire, je pense qu'on est prêt, en tant qu'une société, d'écouter quelque chose. Quelqu'un qui a des choses à dire sur la société qui est trop hard. Genre, tu penses que la société est pas prête? Et que peut-être, ça dépend de quel comique on parle, mais et peut-être dans 10 ans les gens diront mais en fait il avait raison, un truc dans le genre. Par exemple Bill Hicks, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un humoriste qui est mort à 32 ans aux États-Unis. Il est considéré aujourd'hui comme un des meilleurs. À l'époque, il a eu du succès, mais limité aussi parce que il allait très fort sur la société. Et c'est de lui qu'on parlait avec Alexis. Quand il me disait qu'on pouvait être avoir du talent et jamais percer réellement. Lui, c'était entre guillemets sa référence. Du coup, il m'avait filé des stand-up de ce gars-là. Et tu vois, il est intense, Bill Hicks. C'est quelqu'un à fond. Il a des idées, il les défend.
Tu vois, pour le coup, il fait rire, mais avec, il y a un sens à ce qu'il fait. Et un sens profond. Ouais. Et donc, par exemple, c'est un exemple de quelqu'un qui a vraiment beaucoup de talent et que la société n'était, entre guillemets, pas prête à l'écouter. Oui, mais je pense qu'il faut pas attendre. Il faut pas attendre la société, il faut pas faire les choses. C'est mieux d'être un précurseur que d'être un suiveur. Bien sûr. Mais ça peut impliquer que peut-être t'es moins médiatisé. Aussi, ouais. Est-ce que tu es prêt à faire ce genre de choix? C'est ça. Bah oui, voilà, mais si tu parles de remplir ta salle. Ça revient à l'idée principale, pourquoi tu fais le métier. C'est ça. Si t'arrives à en vivre et que tu défends des idées et que ça te convient, c'est suffisant. Enfin, moi, personnellement, ça me suffirait. Après, il y a des gens qui ont d'autres objectifs, qui veulent faire de la scène pour ensuite faire du cinéma, pour ensuite. Il y en a même qui font de la scène et qui écrivent pas ce qu'ils font. Oui, bien sûr. Beaucoup, surtout en France. Mais aussi, il faut admettre que remplir ta salle, quelque part, implique que tu dois plaire. Tu vois? C'est ça que je veux dire. C'est que... Tu dois pas laisser indifférent, en tout cas. Oui. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à remplir leur salle, les gens les aiment pas, mais veulent aller voir ce qu'ils font pour... Enfin, je sais pas comment dire. Mais si c'est sous le panneau humour, quelque part... Il faut qu'il rie un peu, normalement. Oui, bien sûr. Mais donc, quand je dis plaire, c'est ça. Je veux pas dire qu'il faut que ça soit gentil. Je veux dire qu'il faut que ça soit qui passe un bon moment, même s'il réfléchit, au moins qu'ils en rient, si c'est un spectacle d'humour. Par exemple, là, je suis allé voir le week-end dernier Mathieu Madénian au Bataclan. Ouais. Et c'est marrant parce que sur scène, il fait des vannes sur des choses qu'il a envie de dire. Ouais. Et tu vois, il est médiatisé grâce à Vivement Dimanche. Donc t'as des personnes on va dire plus âgées que nous, en gros, qui vont le voir, etc. Et lui, il est d'origine arménienne, etc. Et dans sa salle, tu sens que t'as des gens entre guillemets de vieille France. Et quand il tape sur le FN, à un moment donné, il a demandé dans la salle s'il y avait des gens qui votaient FN. Il y en a qui ont levé la main. C'est-à-dire que de manière comment dire, il y a des gens qui politiquement ne sont pas du tout d'accord avec les idées qu'ils peuvent avoir, mais ils le font marrer. Je sais pas si c'était français ma phrase, mais en gros l'idée c'est que il les fait marrer, mais ils sont pas du tout d'accord avec les idées qu'il exprime, et du coup ils vont quand même le voir malgré le fait qu'ils soient pas d'accord avec lui. C'est une grande force. Et j'ai trouvé ça fort. Aussi, on peut rire de notre propre envie par exemple, si tu as voté pour Hollande, ça veut pas dire que tu peux pas rire carrément d'une bonne blague qui est sur Hollande. C'est vrai que t'as raison aussi. Donc mais il faut savoir comment l'emmener, bien sûr. Mais du coup je trouve ça marrant d'être dans la salle de quelqu'un dont tu partages pas les mêmes idées. Pour prendre le cas extrême, Dieudonné, il y a des gens qui vont voir son spectacle qui aiment pas du tout ses idées, mais il les fait marrer. Mais pour le coup, lui, ça le dessert, lui, ses idées. Ça le dessert et ça le sert en même temps, parce qu'il a fait la tournée des Zéniths sans faire de promo. Ça m'avait vraiment impressionné. C'est-à-dire que il a un public qui le soutient. Mais est-ce que tu aimerais être ce genre d'humoriste, pas au point de Dieudonné avec ses avis politiques, mais quelqu'un qui peut-être on va pas forcément voir à la télé, mais qui a une suivi, une fidélité. En fait, tu deviens culte quelque part. C'est compliqué à répondre ça, parce que ça veut dire quand même que t'es en rébellion. Enfin, t'es plus seulement dans l'humour là. C'est pas une conférence, mais quand tu montes sur scène, c'est que t'as un objectif autre que faire rire. Même si faire rire c'est ton moyen, c'est plus du tout un objectif, c'est ton moyen d'exprimer des idées. Je suis pas dans l'envie de faire. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que c'est compliqué à répondre. J'ai envie d'exprimer des idées, mais j'ai pas forcément envie d'être en guerre. J'ai l'impression que c'est une guerre un peu idéologique là. Et moi je suis pas en guerre idéologique, tu vois. J'ai plus envie de réunir les gens que de les diviser. Je vois. Donc je sais pas si Dieudonné divise les gens, mais en tout cas il laisse pas indifférent. Il y a vraiment des gens qui le haïssent et d'autres qui l'adorent. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui haïssent ses idées politiques, comme il s'exprime politiquement, mais qui
indépendamment de tout ça, peut vraiment rire à ses vannes, j'imagine. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent quand tu dis Dieudonné, en fait. Ouais. Il y a aujourd'hui, si tu dis j'aime bien Dieudonné, tu peux passer pour un antisémite, ce qui est complètement con. Ouais. Il y a des gens qui l'aiment pas sans voir ce qu'il fait dans ses spectacles. Ouais. Juste par rapport aux médias. Ouais. On sait de manière générale qu'il a eu, je sais pas, une trentaine de procès, mais les gens savent pas qu'il les a quasiment tous gagnés. Je crois qu'il en a perdu qu'un sur 30, un truc comme ça. Il a vraiment une très mauvaise image pour les gens qui connaissent pas son travail. Ouais. Et pour ceux qui ont creusé et qui ont regardé ses spectacles, c'est limite un dieu parce qu'il se bat contre, on va dire, l'oppression. Ouais. Non mais les gens aujourd'hui ne veulent pas creuser, ils veulent pas ils veulent qu'on leur serve tout directement. Ouais. Tu vois, c'est comme on disait avec un flyer tout à l'heure, ils savent pas quitter, ils vont pas aller chercher les critiques. Là, s'il y a un article qui dit Dieudonné est antisémite, bon bah il est antisémite. Tu vois, il se pose pas de la question. Je pense qu'on est dans une société de plus en plus feignante. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est pour te faciliter la vie. Ouais. Mais aussi, je pense que c'est lié au fait qu'on a tellement le choix. En parlant justement aussi, de flyers qui est passé, t'as 5 flyers dans ta main, t'as lu une critique sur un de ces flyers qui était positive, tu vas voir ou même juste si t'as déjà vu la tête d'un gars à la télé, même si tu sais pas ce qu'il fait, le fait qu'il est à la télé, il a le G limité. Voilà, c'est ça. Donc on mélange beaucoup de choses, c'est difficile de sortir du lot, c'est difficile de et surtout quand je suis arrivé sur Paris, j'avais l'impression qu'on était trop d'humoristes. Enfin, il y avait énormément de gens qui voulaient faire de l'humour. Et je me disais, il y aurait jamais assez de place. C'était con. Enfin, je sais pas. T'es monté quand il y a 5 ans. Ou descendu. Ouais, descendu, ouais. Descendu. Donc tu t'es grandi au Havre. Ouais, en Normandie. Et du coup, je pensais qu'il y aurait pas assez de place. Et aujourd'hui, plus j'y pense, plus je me dis que c'est complètement con parce qu'il n'y a pas un nombre de places limité d'humoristes. C'est juste que il y en a qui trouvent leur public, d'autres non. Et puis c'est un métier d'endurance. Ouais, c'est sûr. J'en connais plein qui ont arrêté. J'ai l'impression que on ne sait pas. Il n'y a pas assez de gens qui savent qu'il faut rester. Oui, il y en a plein qui ont arrêté, qui ont voulu revenir ou qui ont juste totalement arrêté. Le truc, c'est que c'est vraiment un métier d'endurance et que aujourd'hui, on commence à me proposer des choses intéressantes parce que j'ai commencé à me faire un nom avec la scène, avec les petits projets au fur et à mesure à droite à gauche et qu'on commence à voir qui je suis. Je te parle du milieu professionnel en fait. Et une fois que tu es vu du milieu professionnel, qu'on sait quitter, là, ils te proposent des choses qui te permettent de te faire voir du grand public. Mais en gros, il y a des étapes à faire pour en arriver là. Moi, ce qu'on m'avait dit quand j'avais commencé la scène, c'est qu'il fallait 10 ans. On m'a dit, qui t'a dit ça? Je sais plus qui m'avait dit ça, mais on m'avait toujours dit il faut 10 ans pour être connu. Quand c'est moins, c'est toujours une exception. Tu vois. Mais un mec comme Dubosc, je crois qu'il a fallu 10 ans, Foresti, il a fallu 10 ans. Il faut toujours 10 ans en moyenne. Alors aujourd'hui, les temps sont réduits parce que tout va plus vite. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, l'expérience, tu peux pas la gagner aussi vite que ta notoriété. Donc je suis pas pressé. Voilà, c'est ça le truc. Je suis pas pressé tant que j'arrive à en vivre. Je suis pas pressé. Je sais que ce que je fais là ne sert pas à rien. Et quand tu es venu à Paris, c'était pour faire la scène? Alors il fallait une excuse pour mes parents parce que je pouvais pas dire je pars faire de la scène, c'était pas possible. Est-ce qu'ils savent toujours que ils savent toujours pas que tu fais la scène? Là ils savent maintenant. Mais le truc c'est que au départ je leur ai dit que je voulais faire une école de communication. J'ai regardé sur le net, il y avait des écoles de com qui avaient qu'à Paris. Et du coup j'ai passé un concours pour y aller. En me disant, si je fais pas de la scène, au moins ce sera un métier qui pourrait être créatif. Si je crée des publicités. Dans le pire des cas, je me disais, je pourrais créer des pubs marrantes. Parce que les pubs, elles me font chier, mais un truc de fou, quoi. La plupart du temps, t'as vu, cette lessive, elle lave trop bien. Les gars, ça fait 30 ans que vous faites la même pub, en fait. Et donc, j'avais envie au moins de créer des trucs marrants. Si je faisais pas de la scène, au moins de créer des trucs marrants. Et donc j'ai fait cette école de com. Et le soir, j'ai commencé mes premières scènes. J'ai commencé les premières scènes parce que je suis allé chez Énergie en stage à la radio.
Et j'avais des entrées pour quelques spectacles, etc. Et j'en ai eu une pour les enregistrements de Rire et Chanson. Les Open du Rire. Les Open du Rire, voilà, exactement. Et j'y suis allé. Et à la fin, j'ai été voir les artistes qui avaient joué, qui étaient Ben, Yannick, il y avait Tex, et puis je crois qu'ils étaient que 3, je sais plus. Et j'ai été voir Yannick à la fin, et je lui ai dit, ouais, voilà, j'ai écrit. Moi aussi, et je sais pas du tout comment on commence. Je venais d'arriver sur Paris, ça faisait 2 mois, j'étais tout seul, en plus je connaissais rien à Paris, c'était horrible. T'avais pas un pote. Je m'étais éloigné de tout le monde, j'avais personne. Donc c'était vraiment le plongeon dans le vide, faut que ça fonctionne, quoi. Enfin, au moins je me donne ma chance, j'aurais pas de regrets. Et donc je vais le voir et je lui dis, voilà, j'écris des choses, je sais pas du tout comment on fait pour commencer, est-ce qu'il faut se filmer, montrer des vidéos à quelqu'un, est-ce qu'il... Il m'a dit, écoute, moi j'organise une scène ouverte qui était l'Oscar. Si tu veux, prends mon numéro et quand tu te sens prêt, tu m'appelles et tu viens faire 5 minutes au début du plateau. Parce que c'était pas une scène, enfin c'était pas vraiment une scène ouverte, c'était un plateau où il y avait que des confirmés, quoi. Et je dis ok. Et je repars avec ce numéro, j'étais trop content, je regardais ce numéro et dans ma tête je me dis bon, en vrai j'ai rien écrit, donc qu'est-ce que... Mais c'est génial parce que des fois j'ai l'impression, moi je marche souvent comme ça malheureusement, c'est que si j'ai pas la pression, si j'ai pas l'effet, il me fallait un deadline. Voilà. Et donc j'ai le numéro et il se passe 2 jours et tout, je me dis bon, qu'est-ce que je fais puis je me dis bon, je l'appelle et on verra. Je l'appelle, il me dit ouais bah ok, tu peux passer dans je sais plus 1 semaine ou 2, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, 1 semaine ou 2. Je dis ok. Il me fait t'as un truc, je fais ouais, y a pas de souci. J'ai raccroché, je suis bon. Il me reste 1 semaine pour écrire un truc. Et parce que j'avais écrit des conneries, mais c'était des pubs, c'était des vidéos marrantes en fait. C'était des parodies, des trucs comme ça. Mais pas des sketchs sur scène, même si je savais que je voulais faire ça, quoi. Et la veille en fait d'y aller, j'ai écrit le soir même sur le fait que c'était ma première scène. Et que donc je racontais comment j'étais arrivé là et comment ça allait être par la suite. J'avais écrit que de la merde. Et j'y suis allé, la salle était blindée. Puis j'avais même pas été à l'Oscar avant, tu vois, je savais même pas à quoi ressemblait la scène. C'était vraiment et j'y suis allé et j'ai bien la moitié qui a fonctionné et le reste qui était bidon. Et où les gens t'ont dit ah, il est chelou ton délire. Mais ils t'ont présenté comme première fois. Que ça exactement. Et ça, la moitié a fonctionné. Et ensuite, j'étais dans les loges. C'était pas mal et tout. Il me dit, ouais, bah, si tu veux revenir, tu peux. Donc, je lui dis, ok. Et je l'ai appelé plusieurs fois. Et je revenais, je sais pas, 1 fois par mois ou un truc comme ça au départ. Et à chaque fois, j'écrivais 5 nouvelles minutes. Et je rencontrais des gens derrière au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, il a senti que j'avais vraiment envie. Et il a commencé à me donner quelques conseils. Il m'a dit, tu sais... à chaque fois tu reviens avec 5 nouvelles minutes, puis t'as la moitié qui fonctionne, l'autre moins. Il fait plutôt que de faire ça, garde tes 5 minutes, sur tes 5 minutes, garde ce qui a fonctionné et vire ce qui a pas fonctionné. Et au fur et à mesure j'ai commencé à faire ça. Et quand j'ai eu mes 5 premières minutes qui fonctionnaient bien, c'est bizarre parce que ça a été une première étape, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des gens à la sortie du plateau qui me disaient ah, c'est vous que j'ai préféré. Et ça c'est un truc de ouf. La première fois que ça t'arrive, c'est c'est Noël, tu vois. J'attends toujours. Et quand j'ai eu ça, j'ai commencé à jouer ces 5 premières minutes sur plein d'autres plateaux parce qu'avec les gens que je rencontrais derrière, ils me disaient ouais, tu sais, tu peux aussi jouer là et puis aussi jouer là. Et du coup, j'allais faire ces 5 minutes un peu partout. Et j'étais content que ça fonctionne. Et tellement content que j'avais peur de réécrire des nouvelles choses pour recommencer à me retaper des bides. Et j'ai vu Boone 1 mois après qui me revoit faire 5 minutes, tu vois. Et il me fait hey, mon gars, je t'ai vu il y a 1 mois et c'est les mêmes 5 minutes que t'as fait. Et je lui ai dit ouais. Il me fait ouais, mais si tu veux progresser, t'es obligé de mettre ça de côté et de reprendre à zéro. Il me fait garde tes 5 minutes qui fonctionnent ou garde si tu veux tes phrases d'introduction, mais retravaille le reste. Et je me suis dit c'est lui qui a raison, je vais pas rester 5 minutes avec les mêmes 5 minutes toute ma vie, tu vois. Donc j'ai réalisé qu'en fait pour être le meilleur sur scène, il fallait accepter d'être moyen.
C'est-à-dire que... C'est très bien dit. C'est la règle d'or qui est très dure à assumer. Mais... C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes que quand tu joues avec tes potes, parce qu'au fur et à mesure tout le monde commence à se connaître, il y a quand même une partie d'ego, il y a une partie où tu as envie de montrer aux autres, t'as vu, je fonctionne aussi, ou je suis au moins aussi bien que toi, tu vois. Surtout au départ. Après, quand t'as fait tes preuves, entre guillemets, tu t'en fous. Ouais. Mais au départ, t'as besoin de reconnaissance aussi de ceux qui montent sur scène. Ouais, t'es fragile, en fait. Ouais, t'es fragile de ouf. Et c'est comme je disais, tu cours après le rire. Ouais. Du coup, quand tu te remets à bosser, faut que t'acceptes qu'on te dise pas, ouais, c'est vous que j'ai préféré ce soir-là. Ouais. Faut que t'acceptes de l'entendre dire au mec qui est à côté de toi quand les gens ressortent et qui mettent dans le chapeau, tu vois. Faut accepter ça pour que toi tu évolues et que tu travailles pour que ton spectacle soit meilleur, ou que déjà que tu as un spectacle, c'est la base. Et une fois que tu as compris ça, qu'il fallait être moyen pour être meilleur, et c'est là que tu bosses vraiment. Ouais. Parce que c'est dur à accepter au départ. Mais toujours, je sais pas si c'est pour toi, mais même aujourd'hui, c'est jamais agréable de surtout tester une vanne dont tu crois vraiment et tu vois ça fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est moins un problème pour moi parce que quand je vois des gars qui font les mêmes hits comme je te disais depuis longtemps et qu'on leur dit c'était génial, et que moi ce soir-là j'ai testé des nouvelles choses et c'était moyen, je m'en fous parce que moi je suis satisfait de ce que moi je sais que j'ai avancé. En fait, quelqu'un qui fait les 5 minutes depuis 2 ans ou 3 ans et que je sais que son spectacle bouge pas, et que moi de mon côté, en fait, après c'est nul de se comparer aux autres. C'est comme quand t'es en classe, que tu ramènes ton bulletin le soir, tu dis j'ai eu 14, et puis il a eu combien le premier? Il a eu 19. Tu vois, c'est nul, ça a rien à voir. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu bosses, tu sais que t'es pas monté sur scène pour rien. Le concours, c'est contre toi-même, en fait. Voilà, exactement. Est-ce que j'ai avancé ce soir ou pas? Exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais il faut, à mon avis, c'est quelque chose qui prend aussi du temps, c'est une assurance quelque part que t'es drôle. Une assurance parce que je sais pas, moi j'avais pas ça au début, et je pense qu'au début on cherche le rire parce que on cherche l'affirmation qu'on est drôle, qu'on n'est pas là par hasard, en tout cas, qu'on a fait le bon choix. En fait, voilà, c'est ça. Quand tu cours après les premiers rires, c'est en fait tu cherches la validation des gens pour qu'ils te disent t'es drôle, donc tu fais le bon choix. Alors qu'aujourd'hui, quand je monte sur scène, surtout aujourd'hui on a des ficelles, tu vois, s'il y a un truc qui fonctionne pas, tu sais comment le récupérer, etc. Au départ tu sais pas, mais aujourd'hui quand je monte sur scène, si ça a pas trop fonctionné, je me dis ça fait partie du boulot, et puis j'ai plus besoin de la validation des gens, je sais que je suis drôle, j'ai un spectacle, je sais qu'il fonctionne. Si ça a pas, ça aide énormément. Si ça n'a pas fonctionné ce soir-là, je dis j'ai assez de scènes derrière moi, je sais que j'ai déjà cartonné des salles. J'ai plus besoin que les 20 personnes de ce soir, si t'es sur une scène ouverte, j'ai pas besoin que vous me disiez t'es dans la bonne direction. Et puis surtout ça te fait rire quand t'as des gens que t'es venu tester, puis qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te font continuez. Tu vois ce que je veux dire? Eux ça part d'un bon sentiment, mais dans ta tête tu dis j'ai pas besoin que tu me dises continue pour le faire, parce que c'est vital en fait. Tu montes sur scène, t'en as vraiment besoin. Tu pourrais pas faire autre chose. Bon, tu es venu à Paris. C'était assez courageux parce que justement avec tes parents ils n'étaient pas forcément d'accord apparemment, mais comment c'était juste en faisant rire tes potes au lycée que tu t'es dit la scène est pour moi? Il y avait une influence en fait, il a dû avoir quelque chose assez clair dans ta tête pour justifier un déménagement à Paris sans connaître j'ai tout en fait, même dès la première dans ma famille, tout le monde rigole, enfin je sais pas, tout le monde balance des vannes, on se rigole, c'est vraiment. T'as des frères et sœurs? Oui, de une sœur et 2 frères. Et mais je suis l'aîné, et du coup le truc c'est que quand je dis ma famille, je parle de mes oncles, mes tantes, etc. Parce que moi j'étais le premier enfant. Tout le monde est drôle. Et mon grand-père était drôle. Tout le monde on rigole vraiment beaucoup. Et quand j'étais en primaire, j'ai toujours été drôle dans ma classe. Ça a été noté sur tous mes carnets, fait le rigolo, machin. Collège, lycée, j'ai toujours cherché à être drôle. Et quand je suis parti en vacances, mes premières colos, les trucs comme ça, il y a toujours des moyens de faire un atelier, un spectacle ou un truc à la fin. Il y en a qui dansent, etc. Moi j'ai commencé à faire mes premiers sketchs en montant, en faisant Brice de Nice, Nous c'est nous, tu vois, mais il était pas connu, Brice, enfin Jean Dujardin à cette époque là,
Le film est déjà sorti? Non, il n'était pas sorti, D'accord. etc. Personne. C'était juste le sketch. Voilà, Ouais. juste, il avait fait un truc qui était Graine de Star. Donc il avait fait ce truc-là et j'avais fait ce Brise de Nice, j'avais fait Eric et Ramsey avec un pote, etc. Et je jouais les sketchs des autres et je me sentais bien et pas bien à la fois. C'est-à-dire que j'étais content de faire rire les gens, Ouais. mais c'était pas mon travail. Ouais. C'était juste le travail des autres. Ouais. Et quand je suis venu à Paris, j'avais jamais fait de scène avec mes propres textes, Ouais. mais je savais que c'est ça que je voulais faire. Et même quand j'étais à l'hosto, j'avais 14 piges, c'était en 2000, je voyais Jamel, etc. Ouais. Même à 13 ans, j'avais été voir Jamel, son tout premier spectacle, au Bataclan. Quand je le voyais sur scène, je me disais, c'est ce que j'ai envie de faire. Enfin, je me disais, c'est ce que j'ai envie de faire. Et en même temps, je me disais, est-ce que je suis capable de faire ce qu'il fait? Ouais. Quand tu montes sur scène et que tu as des références, à chaque fois, tu montes en disant, est-ce que je serais capable de faire ça? Ouais. Aujourd'hui, mes références sont plus aux États-Unis, tu vois, Louis C.K., Dan Cook, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte du niveau, mais je sens qu'à un moment donné, j'arriverai à atteindre cet objectif-là. C'est une possibilité. En fait, voilà, quand au tout départ, je te disais, il y en a qui ont des objectifs de salle. Ouais. Moi, j'ai des objectifs de niveau de sketch. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros que C'est-à-dire, quand tu dis objectif de salle, c'est-à-dire il y en a qui ont, la grande, voilà, il y en a qui ont envie de jouer à l'Olympia, Ouais. etc. Ouais. Moi, j'ai surtout un objectif de qualité sur scène. Ouais. C'est ça. Mais pour plein de gens, ça va ensemble. C'est-à-dire que si tu joues à Olympia, ça veut dire que... Eh ben non. Tu penses pas? Ah non, il y a plein de gens qui ont fait l'Olympia. sont pas- Aujourd'hui, si t'as une très bonne prod, n'importe Ouais. qui peut faire l'Olympia. Ouais. Il y a plein de mecs qui ont fait des grandes salles. Ouais, ça va Quand pas tu regardes forcément- leur spectacle, c'est Ouais. de la merde. Ouais. Enfin, bon, je suis assez dur. Ouais. Mais pour le coup, c'est de la merde. Tu peux pas dire c'est de la merde si ça fait rire des gens, mais disons que qualitativement parlant, c'est pas fou. Ouais, c'est pas original. C'est pas- voilà. Ouais. Bon, non, je vais pas citer de nom, ça sert à rien. Mais il y a plein de gens qui ont des spectacles. Tu sens qu'il y a des auteurs derrière et que en gros, ouais, il a une énergie, Ouais. mais n'importe qui pourrait sortir cette vanne. Ou il est un bon interprète, Ouais, voilà. mais pas un humoriste forcément. Et c'est marrant parce que avec des potes, on s'embrouillait souvent là-dessus. Ouais. Avec Farid par exemple, Ouais. où lui il voit pas de problème à ça. Dans le sens où il dit ouais, par exemple dans la musique il y a des interprètes et il y a des auteurs, Ouais. mais je suis peut-être un peu trop Mais ça dépend de ce que tu veux. ouais, je suis peut-être un peu trop pointu, enfin je sais pas, c'est pas le bon mot, mais disons que pour moi t'es moins un artiste si tu crées pas ce Ouais. que tu joues. Ouais. Je vois en fait une sorte d'élite, c'est con. Non, c'est- mais moi, je peux pas nier que je partage ton avis. Ouais. Mais quand je pense, par exemple, dans le chant, Ouais. surtout Frank Sinatra, Ouais, je pense pas que Sinatra a écrit une chanson qu'il a chantée Ouais. dans sa carrière. ouais. Mais Ou c'était... Johnny Oui, tu parles de... Hallyday. Hallyday, pas Ouais. Johnny Depp. Ouais. Oui, donc, je sais pas si Johnny Hallyday a Ouais, écrit des choses. enfin, ses Et- plus gros hits, c'est pas lui, c'est Goldman, c'est Obispo. D'accord, c'est plutôt les autres. Voilà. Donc, est-ce que ça dépend ce que tu t'aimerais. Je pense Sinatra s'en foutait qu'il écrivait. Ouais. Mais il avait sa force il travaille sa voix, Ouais. il était un instrument lui-même. Ouais. Donc ça dépend ce que tu veux, à mon avis, tu vois. Il y a des gens, et ça m'a surpris en fait quand je suis arrivé en France, à tel point, il y a des gens qui voulaient être humoristes, mais ils sont foutés du texte. Pour moi, ça va ensemble. Moi, Ouais. je partage ton avis, je veux Ouais. dire. Mais, et je pense la même chose que toi, mais chaque fois, j'essaie de me dire, non, ne pense pas qu'ils sont moins artistes, mais juste leur art, c'est ailleurs. Parce Oui, qu'on parce peut que pas j'ai- dire que Ouais. Sinatra n'est pas un Parce artiste. qu'on peut pas dire. Ouais, voilà, Il est quelque part. mais c'est de la musique. Oui. C'est pour ça que dans l'humour, enfin, c'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression d'être un connard quand je dis ça, mais j'ai le sentiment que quelqu'un qui écrit pas du tout ce qu'il joue, Oui. même s'il l'interprète bien, j'ai l'impression qu'il c'est pas intéressant ce qui me. Par exemple, Pierre Richard, je sais pas s'il y a, il n'y a pas écrit les films dans lesquels il a joué, mais il y a un talent à Pierre Richard. Ouais. Peut-être Ah mais là je talent parle, et je art. parle ouais. vraiment de monter sur scène, ouais, c'est D'accord. particulier, ouais, donc j'ai de plus en plus Ouais. précis mon truc. Ouais. Mais ouais, je parle vraiment de monter sur scène, et c'est parce que j'ai cette vision là
qu'un mec qui vole une vanne, j'ai du mal à le respecter parce que je sais ce que c'est que se prendre la tête sur une vanne. Ouais. Je sais ce que c'est de monter tous les soirs en ayant changé un mot, une intonation, une virgule, etc. Ouais. Et alors je dis pas que quelqu'un à qui t'as filé un texte, il va pas se prendre la tête à bien le sortir, mais c'est pas pareil. C'est pas son bébé, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je me prends la tête sur mes textes et quelqu'un, voilà, et parce que il y a un truc qui m'a choqué un jour quand j'étais au Pranzo au tout début. J'avais vu quelqu'un qui n'écrivait pas ses textes, qui avait rendez-vous avec son auteur. Et le mec est arrivé avec un cahier qu'il a présenté. Et la personne, elle a regardé, elle a fait comme un menu en fait. Elle a rien fait. Qu'est-ce que je vais choisir ce soir ? Ça c'est pas mal, ça je prends. Elle fait non ça me plaît pas, c'est de la merde. Et moi j'étais là à côté avec mon propre cahier en train d'écrire. Et je me disais waouh, est-ce que tu te rends compte que ce mec là il a dû passer du temps chez lui à écrire, il te le présente et toi non ça c'est de la merde, ça me plaît. Et ça me choquait. Et du coup si c'est un shopping, t'es pas artiste pour moi. Tu vois ce que je veux dire, même si t'interprètes bien. T'es pas stand-upper, moi. T'es pas humoriste. Voilà, c'est ça. En fait, je partage ton avis. Moi, cette idée de monter sur scène avec l'écriture de quelqu'un d'autre, je parle pas d'un co-écrire. Tu vois, co-écrire, c'est encore autre chose. Voilà. Mais je parle de, quelqu'un qui a écrit un texte et ça, je pourrais pas. Je pense juste, je pourrais pas. Parce que moi, j'ai besoin d'incarner ce que je dis. Et mais aussi, c'est ton but. Ton but, c'est de devenir de plus en plus personnel. Donc, par définition, personne peut vraiment écrire. Aussi, parce que ça, on en avait parlé avec Alexis. Il y a des gens qui sont connus sur scène. Et on se disait, waouh, c'est bizarre que. Enfin, Alexis m'avait dit, ils ont leur public, ils ont leur public, ils ont leur image. Et du coup, ils fonctionnent comme ça. Et il me fait alors que en peu de temps. Alors que moi, à cette époque-là, il me disait, j'ai pas encore trouvé exactement ce que je veux transcrire. Et je lui avais dit, mais c'est parce que toi, dans tes textes, tu cherches qui tu es, toi. Et il y a une différence entre quand t'écris et que tu cherches qui t'es au fond de toi et ce que tu veux définir. Parce que toi-même, t'es toujours en train d'évoluer. Alors que quand t'as trouvé ton image, t'as trouvé un produit en fait. C'est ça. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Quand t'as trouvé ce que tu voulais vendre aux gens et quand t'as trouvé ce que tu voulais dire aux gens, c'est pas pareil. Et je sais pas si j'ai bien traduit Mais c'est difficile parce que je pense que c'est... En faisant ce métier, moi, j'avais une espèce d'a priori contre les gens qui ont plus en image. Mais aussi, c'est intéressant d'avoir les deux. Pourquoi pas ? Je pense pas qu'ils sont... Par exemple, Louis C.K., c'est un bon exemple. C'est quelqu'un qui a affiné son style. Maintenant, il a les deux. Il a une image. Mais l'image qu'il a a découlé, en fait, de qui il est. Oui, bien sûr. Alors qu'il y a des gens qui ont une image qui vont plus vers l'image qui ne correspond pas à ce qui ils sont vraiment. Ça c'est vrai. Et en fait c'est ça la nuance. C'est ça qui nous avait choqué, c'est qu'il y en a en peu de temps, ils étaient en haut de l'affiche et ils avaient un public de ouf. Et on se disait comment ils ont réussi à trouver qui. Et en fait on a réalisé qu'ils n'ont pas trouvé qui ils sont. Nous on est encore en train de chercher qui on est. Mais souvent ils s'en foutent en fait. C'est ça. Et en fait ils s'en foutent. Ils n'ont pas le même objectif que nous. Et c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que dans ce métier t'as de tout. Et ça revient à l'idée de départ. Il n'y a pas un nombre de places limité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont trouver leur public rapidement, d'autres ils vont mettre plus de temps parce qu'ils auront mis aussi plus de temps à se trouver eux-mêmes. Moi je pense qu'on crée notre public en fait. Plus il y a d'humoristes, plus il y aura du public, tu vois. Aussi. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas des gens qui sont là trop tôt. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le moyen exact de transmettre leur message. Mais on peut pas être là trop tôt. Si t'as une pensée et qu'elle est juste, faut pas te dire je suis là trop tôt, les gens sont pas prêts. C'est juste que t'as pas trouvé encore le moyen d'exprimer l'idée comme il faut. Peut-être ça. Et comment tu écris? T'as un carnet avec toi? J'écris dans mon téléphone maintenant. D'accord. Et donc, quand tu as une idée n'importe où, t'es dans le métro, tu as une idée, tu notes. Après, tu rentres chez toi, tu le rebosses, ou tu montes sur scène avec cette petite idée et tu le développes sur scène. Alors, et effectivement, j'écris pas trop. C'est-à-dire que,
En fait, quand il m'arrive un truc, je l'écris. Ouais. Je vide toute ma tête, toutes les idées que j'aimerais bien transmettre. Je vide tout. Et ensuite, quand je regarde tout ce que j'ai écrit, je vais entre guillemets surligner 3-4 mots dans l'histoire qui sont des étapes importantes. Ouais. Et j'apprends pas du tout. Voilà, Ouais. des mots-clés exactement. Et j'apprends pas mon texte du tout par cœur. Ouais. Je monte sur scène juste en me disant tiens, je dois dire ça, ça, ça. Ouais. Pour garder le naturel de la discussion. Ouais. Et c'est comme ça que je bosse mes textes. D'accord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de les bosser comme ça, je sais où ça a fait rire et je vais aller plus vite au moment drôle, à la vanne. Ouais. Mais après, tu montes sur scène, tu testes par exemple la première fois, tu touches les mots-clés. Est-ce que tu enregistres? Alors, dans l'idéal, c'est ce que je devrais faire, mais j'oublie souvent de le faire. Plein d'humoristes disent je devrais. Mais oui, non, mais je sais, mais c'est donc des fois, je demande à des potes de je le faisais plus parce que j'avais plus de place sur mon téléphone et je me filmais avec mon téléphone avant. Ouais. Mais là, je vais le refaire. Quand je monte sur scène avec un nouveau truc, je demande à mes potes de me filmer. Ouais. Pour voir ce qui a fonctionné ou pas. Mais le truc, c'est que j'ai tellement de mal à me regarder. Ouais, c'est ça aussi. Je vois que les défauts à chaque fois. Donc, ça prend la tête. Ouais. Mais t'es obligé d'accepter ça. Et en fait, il y a plein de moments frustrants quand tu veux vraiment faire un bon spectacle. Ouais. T'es obligé d'accepter tous les moments où ça fonctionne pas, de les voir, de corriger, voir, écouter ta voix. Et moi, j'ai un vrai problème avec ma voix en plus. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une voix qui part vite dans les aigus. Ouais. Et bon, naturellement ou sur scène? Ouais, sur scène. Ouais. Sur scène. Moi aussi pareil. Et je m'en rends pas compte. C'est pas un truc que je calcule pour faire marrer les gens. Ouais. Mais il faut que je travaille ça. C'est un peu le stress sur scène ou l'énergie. Ouais, en fait, j'ai l'impression que je peux pas avoir d'énergie en parlant normalement. Ouais. Ce qui est faux. Ouais. Mais c'est juste que c'est plus dur. Ouais. Donc là, j'en suis au stade où je dois arriver à faire rire avec mes vannes, mais en gardant un phrasé qui paraît naturel. Ouais, c'est drôle. Moi, je suis pareil, surtout en français. Ouais. Je pars régulièrement dans les aigus. Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais. Et du coup, je travaille ça et parce que mon objectif, ce qui est vachement bien en Paname, c'est que des fois tu joues, ta salle est complète, et des fois tu joues, t'as 10 personnes. Ouais. Et il y en a qui annulent quand il y a moins de 10. Moi, j'annule surtout pas. Parce que je me dis, si j'arrive à faire rire 8, 10 personnes, ça veut dire que ça veut dire que ça fera rire tout le temps. Ouais. Et à partir du moment où j'ai peu de gens, je suis content. Il y a un côté de moi qui était vénère parce que t'as personne, mais il y a un côté de moi qui est content parce que je vais jouer en mode discussion. Ouais. Je vais parler avec eux. Ouais. Et en gros, ils vont avoir un petit show privé, quoi. Ouais. Et moi, je vais bosser mon phrasé pour parler naturellement. Ouais. Et travailler ton côté intime et spontané. Exactement. Ouais. Quand je sors de scène, je veux vraiment que les gens soient sortis en ayant eu l'impression que j'ai discuté avec eux. Ouais. Ils ont passé un bon moment avec un copain. Voilà, c'est ça. Ouais. Même si je fais pas énormément de dialogue avec le public, hein. Quand je te dis une discussion avec un pote, c'est un monologue quand même, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, je sais faire, mais j'aime pas faire des vannes sur le public. Ouais. Parce que je trouve que c'est des faux rires. Ouais. C'est des ficelles. C'est hey, t'as vu, t'as un pull. Enfin, c'est moche. Ouais. Non mais c'est tout ça fonctionne, mais ça me fait pas rire. Ouais. Quand je fais ça, j'ai l'impression de me trahir, tu sais. Mais ça marche. Voilà, c'est écœurant. Hein. C'est tentant de le faire parce que tu sais que ça marche. Voilà, c'est des facilités comme ça. Et il y a plein de choses. Il y a des gens comme ça que tu vois quand tu fais des plateaux où c'est limite que ça, où ils font que de la vanne au public et ça fonctionne. Ouais. Mais tu sais, toi, au fond de toi, que oui. Mais c'est pas ce qui est le plus fort. Mais en fait, moi je voyais ça un peu comme toi, mais j'ai l'impression aussi que c'est un exercice que c'est un exercice. T'es obligé de savoir le faire. Et quelque part, le gens rient pas forcément parce que le gens, des fois parce que le gens juste a insulté le pull de quelqu'un, mais aussi parce que cette personne est assez naturelle. Justement, c'est ce qu'on cherche quand on fait un dialogue. Des fois, parce que tu parles avec un public, même si tu dis ton pull est moche, c'est pas forcément ça. Il rit pas forcément à ça, mais il rit à ta présence. Si t'es doué pour le faire. Je pense que t'es tellement une personnalité sur scène que tout ce que tu peux dire est drôle. Tu vois? Mais peut-être c'est autre chose. Pas forcément vrai. Mais en fait, si tu le fais bien, oui. Ouais. Le truc, c'est que je le fais un peu. Ouais.
Mais parce que j'ai aussi envie de donner aux gens le sentiment qu'ils partagent un moment unique. Ouais. Parce que si tu fais que ton texte, ils sont contents, mais il y a peut-être moins le sentiment d'avoir partagé un truc avec toi. Tandis que quand tu t'adresses à eux, même si c'est pour les vanner, ils ont le sentiment que tu les prends en compte plus, et que c'est un moment que tu fais pas à chaque fois. Et partagé, un vrai moment partagé. Voilà. Et que c'est vraiment le moment présent. Et c'est aussi ça que je kiffe dans la scène, c'est que c'est un des rares moments de ta vie, quand t'es sur scène, où t'es dans le présent. Ouais. C'est-à-dire que tu réfléchis pas plus loin que la phrase que tu as à dire au moment T. Là, quand on est là, tu sais, on est en train de discuter. Moi, il y a toujours une partie de ma tête qui me dit attention, à 17h, faut que je sois là-bas, etc. T'es jamais dans le moment présent dans ta vie de tous les jours. Et la scène, c'est kiffant parce que c'est le moment présent. T'oublies tes soucis, comme les gens dans la salle. Ils oublient ce qu'ils ont à faire à côté. Ils sont avec toi et ils pensent que à la phrase qui est en train d'être dite. C'est très bouddhiste finalement. C'est très et les gens justement, c'est bien dit parce que les humoristes comme le public, on cherche la même chose, c'est-à-dire d'être en le moment. Toute la journée, on passe notre temps dans notre tête, en pensant à les choses à faire ou le passé. Et là, on est tous ensemble, on est là, c'est le présent. C'est comme le surf, j'imagine. Mais tu vois, t'es dans une vague, t'es nulle part ailleurs. Voilà, c'est pour ça que t'oublies tes soucis. C'est comme dans le sport, quand les gens disent je vais faire du sport pour me vider la tête, parce que quand tu fais ton sport, tu penses à une chose qui est le moment présent et pas toutes tes corvées ou tes trucs à faire que t'auras à faire après, quoi. Ta promo, tu joues tu joues à la nouvelle scène maintenant? La nouvelle scène, c'est avec Adopte un comique. Ah d'accord. Je fais une date exceptionnelle là, de mon spectacle à la nouvelle scène, mais sinon je reprends à partir de décembre mon spectacle au Paname les samedis. Et les vidéos Golden Moustache qui vont sortir bientôt. Ah, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Quand? Il y en a qui vont sortir là à la fin du mois, plus 3 vidéos. Alors il y en a une qui va sortir à la fin du mois, il y en a où je joue dedans mais j'ai pas écrit. Il y en a une, c'est pour entre guillemets une pub SFR où j'ai écrit un truc marrant. Pour le coup, c'est marrant de me retrouver vers la pub et d'avoir eu cette possibilité là. Et sinon après j'ai 3 vidéos qui vont venir donc courant décembre, où c'est vraiment une idée originale, une création que j'ai faite et je joue dedans. D'accord. Donc voilà. Que dire d'autre? J'ai une question. Ouais, vas-y. Tes parents sont fiers ou pas? Ah, maintenant, j'en ai parlé qu'une fois que j'avais du concret à leur montrer, C'est quand? Il y a combien de temps? Je sais pas. En fait, quand j'ai dû arrêter mon master, je suis allé jusqu'au bout de mon master pour les rassurer. C'est-à-dire que je suis quand même allé à Bac+5, ce qui m'a bien fait chier. Mais j'avais besoin de leur dire vous avez vu, si ça fonctionne pas, j'ai une issue de secours. Sauf que je compte jamais l'utiliser, cette issue de secours. Mais c'est pour leur plaire en fait. C'est pour les rassurer, pour leur dire votre fils est pas complètement teubé, il est pas fou en allant dans une direction qui est quand même risquée. Aléatoire, on va dire. La réussite est aléatoire, on va dire. Même si pas tant que ça. Plus le temps passe, plus je me dis que pas tant que ça. Mais aussi c'est parce que faut du talent et faut du travail. C'est ça. Maintenant tu vois et de la chance. Un peu de tout. Mais si t'as du talent, tu sais que forcément tu vas trouver quelque chose. À un moment donné, c'est un métier qui fonctionne avec les rencontres aussi. Il suffit que tu tombes sur une personne qui va te kiffer et ça peut changer ta life du jour au lendemain. C'est sûr. Il descend pour voir ton spectacle. Ils sont venus voir mon spectacle quand j'ai fait une exceptionnelle au Point Virgule, qui est une salle quand même mythique. C'est sûr. Du coup, ils ont bien aimé. C'est la première fois qu'ils ont vu quoi que ce soit. Non, parce que j'avais organisé des événements au Havre, où j'en ai organisé 3, où je faisais venir les potes, Sam Melia, tout ça. On faisait un plateau qui n'existe pas du coup au Havre en fait. Et dans un théâtre assez sympa, il y avait 400 places. C'est cool. Et donc mais je faisais des 5-10 minutes et j'étais présentateur. Cool. Donc c'est différent. Mais là pour le coup ils ont vu le spectacle, ils étaient vraiment contents et ça avance dans ce sens-là quoi. C'est cool. Plus t'as du concret, plus ça rassure les gens. C'est toujours ça en fait. Bien sûr. Quand tu leur dis j'ai envie de faire de la scène puis que t'as rien à leur montrer et que c'est un métier où ils connaissent rien et sûrement le fait que tu en vives, c'est pour eux prendre. C'est un début quoi. Mais et puis surtout comme j'avais fait mon master en alternance, j'avais le chômage. Donc quand j'ai arrêté, je me sentais pas trop en danger.
Ouais. Et en même temps, c'était chiant parce que je savais que j'allais pas être à la rue. Ouais. Et j'avais du temps maintenant, parce que tout le temps je me prenais la tête, je faisais des scènes le soir, j'avais entreprise, etc. J'étais crevé, je dormais peu. Ouais. À partir du moment où j'ai eu du temps, j'ai eu une période où je foutais quasiment plus rien. Ouais. Parce que justement, je sais pas pourquoi, mais j'avais le temps. Ouais. Et du coup, quand t'as trop le temps, et bah t'avances plus. Donc il me faut des deadlines. Ouais. Il faut que je bosse avec des gens qui me disent il faut que tu me rendes ça pour tel jour, pour que j'avance. Ouais. Sinon ça le fait pas. Il me faut des coups de pied au cul en fait. T'as une question pour moi, tu sais. Ouais. Je pense que t'es le seul à avoir prévu, c'est très bien. Non, j'ai prévu. Attends, je les ai tous suivis tes trucs. Là t'es arrivé en France, à Paris, parce que t'as suivi ta copine. Entre guillemets. Ouais. C'est ça. Ouais, une Française. Ouais. Et je me disais, si t'avais fini en Espagne, est-ce que t'aurais fait la même chose en Espagne ? Je pense. Tu penses que t'aurais fait la même chose ? Et est-ce que ça aurait fonctionné si elle avait pas été dans une grande ville ? Tu vois, parce que là t'es à Paris, tu peux faire de la scène. Non, tu connais pas toute l'histoire, mais vas-y, dis-moi. En fait, j'étais pas à Paris avant. J'étais dans le sud-ouest. J'étais à Toulouse quand je suis arrivé. Ok. Et donc, justement, j'ai souffert. Moi, quand je suis arrivé en France, je parlais pas français. Je pensais faire autre chose. Je suis pas venu en France en me disant, je vais faire du stand-up. Ok. Et surtout pas à Toulouse, tu vois. À Toulouse, c'est non. Donc, moi, j'ai fait mes études en cinéma. Et quelques temps après que j'ai rencontré une Française, et un mélange de m'entendre bien avec elle et aussi juste d'être à la recherche de l'aventure. Je voulais voir autre chose. Donc il s'avère que c'est la France, mais si c'était Barcelone, tu vois, où t'aurais fait bah, donc voilà quoi, mais hola. Si, exactement. Donc je suis venu je pensais pas faire la scène. J'ai fait la scène aux États-Unis, mais je pense que j'ai pas calculé à quel point ça allait me manquer, la scène. D'accord. Donc quand je suis arrivé, je parlais pas français, j'ai bossé dans la prod en tant qu'assistant de prod, et j'ai fait plein d'autres boulots de merde et tout ça. Et donc ça et finalement ça n'a pas marché avec cette fille-là. Je suis venu à Paris il y a 4 ans. 4 ans, ouais. Et je savais pas, moi je suis monté à Paris en me disant ok, je me donne 1 an pour voir si je peux faire quelque chose. Je m'étais dit la même chose. Je me donne 1 an. Et sinon, je rentre aux États-Unis. Ce qui est con, parce que au bout d'1 an, t'as rien de concret, mais t'as des prémices. Ouais. Et juste, et comme tu veux pas faire autre chose, ces prémices, ça valide quand même. Justement. Après 1 an, j'avais assez, va savoir si c'était vraiment concret, mais j'avais assez pour moi de savoir, ok, il y a des choses qui... C'est ça. Je suis sur quelque chose. Je sais pas quoi, mais je suis sur quelque chose. Et ça, c'était assez. Bon, aussi, entre-temps, j'ai rencontré ma chérie d'aujourd'hui. Après, pour répondre à ta question, oui. Je pense vraiment, si c'était dans un autre pays, soit j'aurais fait ça en Espagne ou n'importe quel autre pays, ou soit c'était tellement pas possible dans ce autre pays de monter sur scène que je serais rentré à mon pays. Mais... C'est marrant que tu parles du délai de 1 an en fait. Ouais. C'est moi aussi quand je suis arrivé, au départ je voulais faire une école de pub, c'était 1 an, tu vois. Ouais. Et je m'étais dit je me donne 1 an, mais c'est complètement con parce que aujourd'hui je le sais, mais en vrai jamais tu vas te donner 1 an. Si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu t'en fous de je pense que c'est pas mais c'est une étape. Ouais, tu te donnes pas 1 an pour être Galamalé, tu te donnes 1 an pour savoir si c'est ça, si c'est possible. Voilà. Tu vois, parce que après 1 an tu peux, je veux pas dire que si rien se passe après 1 an ça veut dire que c'est foutu, mais tu peux avoir un petit goût ou sentiment de savoir est-ce que c'est facile, est-ce que c'est dur, au moins tu prends la température. Est-ce que t'as évolué? Ouais. Si tu t'es tapé 1 an de bide, c'est chaud, tu vois, déjà. Et d'ailleurs, c'est que vraiment, t'as envie de faire ce métier si après t'es fait un bide, tu remontes sur scène. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, j'en ai vu sur des scènes ouvertes, ils sont tapés un bide, ils sont jamais revenus. Parce que c'est tellement douloureux. C'est comme le cliché de tomber d'un cheval, il faut juste remonter. Il faut accepter. Il faut accepter la chute en fait. C'est comme dans tous les sports, il faut accepter de tomber pour évoluer. Et du coup,
Ouais, je m'étais dit aussi 1 an. Et après, dès que j'ai eu j'ai eu mon bachelor, je m'étais dit, faut que je rajoute un master parce que j'ai pas eu assez de temps. Donc je me suis rajouté 2 ans. Là, et au bout des 3 ans, je me suis dit, je vais pas faire un doctorat. En plus, les études me font chier. Je les ai eu facilement en plus. Je passais pas trop de temps. Je me prenais la tête avec les mecs de ma promo parce que je voyais que eux se donnaient à fond dans. Ils voulaient être premier de la promo alors que moi je m'en foutais. Je voulais juste le diplôme. L'avoir. Voilà, juste l'avoir. Et le pire, c'est quand j'avais des meilleures notes qu'eux alors que j'avais pas bossé. Ils me détestaient. Je me reposais sur des acquis, donc pas des acquis, mais j'avais des facilités. Je suivais bien le cours, ça me suffisait, quoi. Et du coup, je m'étais donné des délais en me disant, si à la fin de mon master, j'ai pas un début de truc qui me dit que je suis dans la bonne direction, j'arrête. Mais en vérité, y a pas de date. Où tu te dis si j'ai pas un truc là j'arrête parce qu'en vérité t'as pas envie d'arrêter. C'est des excuses que tu te donnes dans ta tête. Mais je pense que ça vient, je sais pas si c'était le même cas pour toi, quelque part c'était une voix en moi, une petite voix, mais je pense que cette voix était la voix de mes parents. C'était quelque part c'était la voix d'être raisonnable, tu vois, et dire il faut quand même pas trop perdre ton temps, il faut être raisonnable si ça marche. Si après 1 an, je pense que cette voix c'est très parental et je veux pas forcément dire que c'est. Et puis il y a moi j'étais amoureux à cette époque-là d'une fille, j'avais un master et elle comprenait pas mon délire. Elle comprenait pas que ça puisse être une passion et que ça puisse limite passer avant elle. Elle comprenait pas ça parce que elle avait pas de passion particulière et elle avait qu'une envie, c'était avoir des enfants et une vie tranquille, stable, une maison. C'est notre passion. Et voilà, et c'était ça sa passion. Et le truc c'est que à ce moment-là, tu fais un choix en fait. T'as le choix d'avoir une vie stable et ordinaire avec une fille auquel tu tiens vraiment, ou de risquer de la perdre, mais de faire ce qui te plaît vraiment, parce que si t'es avec elle, t'auras peut-être toujours des regrets ou tu seras peut-être toujours malheureux d'avoir une vie totalement banale. Mais tu peux avoir les deux. Oui, mais avec elle, ça n'a pas été possible. Avec elle, c'était pas possible. Là, t'as une chérie ou pas? Non, plus maintenant. Parce que tu trouves que c'est tellement dur? C'est pas ça, c'est que déjà, elle était au Havre, donc c'était compliqué. Et puis. Il y a des filles à Paris, je sais pas. Sérieux? Putain, mais fallait me dire avant, les gars. Vous comprenez pas? Non, mais. Et puis aussi, je me suis rendu compte, c'était bizarre, moi je faisais beaucoup d'allers-retours. Et du coup, je perdais, entre guillemets, beaucoup de temps. Parce que je refusais plein de scènes le week-end, où là c'est le plus intéressant, forcément, pour être avec elle. Et depuis que j'ai plus personne, j'ai fait un bond en avant de fou. Parce que, entre guillemets, j'ai plus que ça à me concentrer. Mais est-ce que t'as peur, justement, si tu sors avec une fille, ça va t'empêcher à avancer? J'ai fait tellement de sacrifices. J'ai quitté ma famille, mes potes, je suis venu tout seul ici. J'ai quitté une fille avec qui pendant un moment, je voulais vraiment me marier avec elle. J'ai fait tellement de sacrifices pour ça qu'aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait un truc qui puisse passer devant. D'accord. C'est pas possible. Il faudrait que je tombe sur quelqu'un qui accepte totalement mon taf. Et en même temps, ça devient compliqué parce que des fois, tu rencontres des filles qui te connaissent parce qu'elles t'ont vu sur scène. Et c'est compliqué de savoir ce qui leur plaît réellement. T'as pas la même image que si elle t'avait rencontré. Après un moment, tu vas voir. Bon, après, je suis pas inquiet, mais en même temps, je suis pas pressé non plus. Je veux, entre guillemets, mais ça se choisit pas, les sentiments, tu choisis pas. Mais dans l'idéal, j'aimerais déjà avoir les choses installées, vraiment concrètes, pour pouvoir apporter des choses vraiment intéressantes à l'autre, tu vois. Et pas dire non, je pense d'abord à ma scène. C'est frustrant pour une personne qui tient à toi de s'entendre dire ça, quoi. Donc voilà. C'est bizarre, hein. C'était comme si que j'avais une maîtresse. Tu vois ce que je veux dire? Que la scène passait avant elle. Enfin, elle se sentait en compétition avec mon travail. En fait, comme si tu étais marié à la scène et elle était ta maîtresse. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a peut-être aussi des fautes de mon côté, de ne pas avoir réussi à la rassurer, ou je sais pas. Mais du fait qu'elle comprenait pas, ça nous créait des histoires. Et en plus, la distance arrangeait rien. Moi, j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle vienne à Paris. Et elle connaissait personne à Paris à part moi. Du coup, elle se disait, si ça fonctionne pas, j'aurais tout quitté pour rien. Et moi, je savais qu'en la faisant venir, si on avait une engueulade, elle me le reprocherait.
Ouais, Donc, tu voulais pas ça sur ta voilà, tête tout le temps, je voulais pas que, je voulais que si elle vienne, ce soit une vraie volonté de sa part. Ouais. Et je pouvais, donc, comme je t'ai dit, je voulais la demander en mariage, mais je voulais attendre qu'elle ait fait son choix de venir. Dans ma tête, c'était sûr, j'allais la demander en mariage, tu vois. Mais je voulais attendre qu'elle ait fait son choix de venir pour lui dire. Tu voulais être sûr qu'elle était prête à tout, en fait. Je voulais pas lui dire, si tu viens, je vais te c'est pas pareil, ça peut pas fonctionner, tu vois. Donc je pouvais pas lui dire. Donc j'attendais qu'une chose, c'est qu'elle me dise, je vais venir à Paris. Et là, je lui aurais dit, j'avais tout réservé, un truc de ouf. Je savais qu'elle voulait passer une nuit un jour dans l'hôtel Concorde, tu sais, donc j'avais réservé une suite. Ah oui. J'avais réservé une suite, j'avais réservé le restaurant en haut de la Tour Eiffel, le restaurant gastronomique, j'ai réservé plein de trucs, j'avais acheté une nouvelle voiture pour l'emmener, j'avais réservé des pétales de fleurs et tout, j'ai fait un truc de romantique vraiment de ouf. sur le point de parce que ça allait faire 10 ans que je lui ai demandé de sortir avec moi. D'accord. On avait eu une pause au milieu forcément, mais c'était une date symbolique, donc j'attendais cette date-là, et j'avais tout organisé depuis des mois, parce que j'étais sûr de pas me tromper. Et je sais plus, genre 2 semaines avant, moi j'attendais qu'elle finisse ses études. Elle était en master, et ça faisait un bout de temps que j'attendais ses études, parce que au départ elle devait finir les études à Paris, puis finalement elle les a fait fini au Havre. Donc j'attendais, et peu de temps avant qu'elle finisse ses études, elle me dit l'entreprise dans laquelle je suis, il me propose un CDI. D'accord. Et je lui dis et dans ma tête je comprenais plus, tu sais. Je lui dis mais c'est pas grave, tu vas en trouver une d'entreprise à Paris, c'est pas comme si moi je pouvais faire mon taf au Havre, et que toi qui peux faire ton taf à Paris, tu vois. Et elle m'a dit mais je suis vraiment bien dans cette entreprise, tu comprends pas, on me propose un rôle, un poste intéressant. Et là ça s'est effondré pour moi. Dans ma tête je me suis dit donc en fait j'attends après quelqu'un qui trouvera toujours une excuse pour repousser. Elle a fait entre guillemets pareil que toi. Elle a choisi sa carrière. Voilà, c'est ça, parce qu'elle devait avoir des doutes ou je sais pas, mais moi j'étais prêt à lui amener tout ce qu'elle attendait de moi. Et elle se disait je vais venir à Paris et je vais attendre encore longtemps ou je sais pas, tu vois. Et du coup j'ai annulé toute la demande en mariage 48 heures avant, quoi. Et au lieu de la demander en mariage, je l'ai quittée. C'était horrible. C'était parce que j'étais amoureux d'elle, mais j'étais obligé de la quitter parce que t'avais un choix difficile à prendre. Je savais que je voulais pas lui la demander en mariage et qu'elle vienne parce que je l'ai demandé en mariage, tu vois. Et en même temps, de mon côté, j'avais aussi peur que du fait que je lui ai demandé ça, qu'elle ait un élément pour me dire reviens au Havre. Parce que j'allais pas être marié à distance, j'allais pas y faire un gosse à distance, tu vois, en disant je reviens les week-ends le voir, c'est pas possible. Je voulais pas qu'elle te dise maintenant qu'on est mariés, il faut que tu reviens. Voilà. Donc c'est vraiment, tout dépendait de sa volonté de venir à Paris. Et comme j'ai senti que ça venait pas, et que j'étais incapable d'arrêter la scène parce que j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices pour ça, j'ai préféré la quitter, même malgré que je tenais encore je voulais me marier avec elle, donc vraiment je tenais à elle. Et du coup ça a été dur, mais c'était un choix nécessaire parce que du coup on n'avait pas du tout la même idée du futur. Et c'est con parce que c'était la première fille avec qui j'étais sorti, je trouvais ça romantique en fait. Et je me disais ce serait bien si la fille que j'épouse c'est la première fille avec qui je suis sorti, etc. Et je l'avais rencontrée en sortant de l'hosto, donc c'était une nouvelle vie à cette époque là, tu vois. Je sortais, bref. Donc du coup aujourd'hui c'est plus possible, donc vraiment dans ma tête la scène devient vraiment prioritaire à tout. Et je passe des journées à écrire, à aller faire des vidéos, à tourner, je monter sur scène. J'ai pas vraiment d'autre vie à côté. Même ma famille, je la vois très peu. Je rentre quasiment plus du tout au Havre. J'ai plus de raison de rentrer au Havre quasiment. Donc j'y vais plus. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment fait un choix. C'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne. Il y a plus d'autres possibilités. T'oublies le master, t'oublies ta vie au Havre, t'oublies tout. Il faut que ça fonctionne. T'as plus d'autre choix. Mais t'as la preuve que c'est le bon chemin. Pour le moment, En fait, heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'ai ça, sinon j'ai niqué ma vie pour rien. Heureusement que j'ai ça. Donc voilà. Comme c'est beau. Heureusement j'ai ça, donc voilà. Bon, c'est bien dit sur ce métier, sur cette passion qu'on a tous de monter sur scène et être drôle, ou juste être drôle tout court. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonner
au podcast avec iTunes ou n'importe quelle autre manière d'abonner à ce genre de truc. N'hésitez pas aussi à aller sur Facebook et liker la page de Donc Voilà Quoi. Comme ça, vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe dans ce petit monde de Donc Voilà Quoi. Vous pouvez aussi aller sur Facebook pour liker la page Donc Voilà Quoi Podcast. J'espère que vous avez beaucoup appris sur Hakim. Moi, vraiment, j'ai beaucoup appris. Et c'était la première fois, vraiment, je pense, dans ce podcast, où quelqu'un a parlé de comme c'est dur aussi d'être dans une relation, d'être dans une histoire avec quelqu'un quand on fait ce qu'on fait, parce que ça demande pas mal de restrictions de notre vie et tout ça. Il faut avoir quelqu'un qui comprend tout ça. Si vous voulez voir Hakim, vous voulez le faire au Paname tous les samedis à 20h pour le mois de décembre. Et si vous voulez avoir plus de renseignements avec surtout tout le bordel que j'ai fait, c'est-à-dire que je monte sur scène en anglais et je suis à la radio sur France Inter, vous pouvez aller sur mon site sebmarx.com. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Ciao.